Bonsoir à tous et bienvenue pour cette dernière causerie littéraire de l'année 2023. Et j'ai le bonheur et je suis ravie ce soir d'accueillir Mathieu Urban. Je vais vous le présenter tout d'abord. Ce soir, on va, comme je l'ai dit, parler de dark fantasy, parler de BD, parler de jeux vidéo et de bien d'autres choses. On verra ça tout de suite. Alors, pour vous présenter Mathieu, il se présente donc comme un artiste pluridisciplinaire. Il vient de la région... Alors, il ne vient pas, je pense, de la région de Perpignan, mais il est installé dans la région de Perpignan et il étend et décline l'univers de ses romans sur différents supports et porte, nous dit-il ainsi, un véritable projet transmédiatique dont on parlera tout à l'heure. Mathieu est auteur d'un ouvrage qui a été publié en 2021 qui s'appelle L'Artisan meurtrier, dont on va parler au cours de cette causerie. Puis on va parler surtout de cet ouvrage que j'ai lu en préparation de cette causerie, donc L'Artisan meurtrier, et puis ensuite son deuxième ouvrage qui s'appelle L'Odyssée d'Yousef, qui a été publié en mai 2022. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Je te remercie d'être là ce soir et d'avoir accepté il y a un mois de décaler notre rendez-vous pour des raisons logistiques qui m'appartiennent. J'ai prévu ce soir un échange avec toi, une fois encore en forme de structuré, j'ai envie de dire, sous forme de 3 parties. Une première partie qui va évoquer bonjour d'Entroche et bienvenue ce soir sur ce stream où on va parler de Dark Fantasy. Nous allons parler donc d'abord de ta venue à l'écriture. Je pense que c'est important quand même, j'évoque ça avec tous les écrivains que j'invite parce que ça c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est-à-dire à partir de quand on devient écrivain ou à partir de quand on se considère écrivain. Une deuxième partie qui sera consacrée plus précisément à ton ouvrage L'Artisan meurtrier. Et puis ensuite, ce que j'ai appelé la suite, c'est-à-dire tes projets, si j'ose dire, d'avenir. Bonjour Brektors, bienvenue également. Tes projets d'avenir, c'est-à-dire à la fois le jeu vidéo que tu es en train de développer et puis ensuite les autres textes que tu vas nous dévoiler, je pense, à la fin de ce stream. Alors on commence. On commence avec une question classique qui est la question des sources ou la question du premier texte. Est-ce que tu te souviens du premier texte que tu as écrit ? Est-ce que tu te souviens du premier moment où tu poses quelque chose sur un papier en te disant « Tiens, ce serait pas mal que je devienne écrivain » ? Oui, évidemment, je m'en souviens très bien. Déjà, merci de m'avoir invité, parce que je t'ai pas remercié, donc merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de pouvoir papoter avec toi. Et alors, pour répondre à ta première question, oui, j'ai eu un premier texte. En fait, quand ma femme est tombée enceinte, j'ai ressenti un besoin intense de transmission, en fait. Et il s'est passé plusieurs choses dans ma vie à ce moment-là. Et j'ai pris un soir, j'ai pris mon stylo et j'ai décidé de griffonner un peu des choses qui me passaient par la tête. C'était déjà plus ou moins de la dark fantasy. C'était très dark, très violent, je savais pas où j'allais, mais voilà, le héros non plus d'ailleurs. Et oui, j'ai écrit un premier texte comme ça pendant quelques mois, que j'ai finalement laissé tomber au bout de 250 pages parce que justement le héros n'allait nulle part. Et ce texte a été recyclé et on peut en lire des morceaux maintenant dans L'Artisan meurtrier et dans l'Odyssée. Et le personnage de Yousef, par exemple, a été écrit en 2012. Donc voilà, je pratique l'écriture durable, c'est-à-dire que je recycle souvent des choses que j'ai écrites il y a très longtemps, quoi. Ok. Donc en fait, c'est une venue assez tardive à l'écriture. Elle a quel âge ta fille maintenant ? Alors ma fille a 12 ans Ouais. et j'avais 26 ans. Et c'était pendant que ma femme était enceinte, je sais pas, voilà, il y a eu plusieurs événements dans ma vie qui ont fait que je me suis dit tiens, je vais essayer. Et puis à cette époque, je faisais du commerce professionnellement. Et il y a eu plusieurs petits challenges, plusieurs petits signes de l'univers qui m'ont dit tiens, j'ai gagné, pour la petite anecdote, pendant que je faisais du commerce, j'ai gagné un stylo qui est là. Bon, je l'ai un peu abîmé, il faut que je le répare, mais j'ai gagné un stylo et j'avais écrit quelques jours avant mes premiers textes et je me suis dit si je gagne ce stylo, c'est un signe de l'univers pour que je me mette à écrire.
Mmh. Et j'ai gagné le stylo et puis de là, c'est parti, mais bon, mais ça m'a pris mon premier texte a été publié 10 ans plus tard, donc Mmh. pendant 10 ans, j'ai écrit des choses que j'ai pas gardées, que j'ai recyclées, que j'ai envoyées à des concours, par exemple, mais qui ont pas été retenus, voilà. Mmh. Donc voilà, ça a commencé comme ça la avec la paternité qui arrivait, en fait. OK, donc ta femme créait quelque chose et tu avais besoin de créer quelque chose en parallèle, en fait. C'est marrant ça aussi. C'est ça, Mmh. tout à fait ça, oui. Mmh. Et donc ouais, c'est une venue à l'écriture assez tardive, hein. Ouais. Il y a pas eu avant. Je sais pas, enfin, tu vois, j'ai fait venir quelques écrivains qui disaient: «Ah oui, mais moi, c'est au collège quand j'ai eu, je sais pas, ma première amoureuse, qui m'a lancé au défi d'écrire une lettre je sais pas quoi, ou un prof qui m'a mis au défi de je sais pas quoi», tu vois? Non, c'est pas du tout ça, c'était pas, tu pas créé Non, autrement avant que par non, l'écriture? Mmh. non, non, et je pense que c'est pour ça que maintenant aussi je me mets à plusieurs disciplines. Je pense que c'est Mmh. pour rattraper un petit peu ce que j'ai pas fait quand j'étais plus jeune. Mmh. J'étais bourré de névroses et d'angoisse. J'ai eu Mmh. des gros problèmes psychologiques et Mmh. l'écriture m'a permis plus ou moins de m'en sortir. Mmh. Ça m'a aidé, c'est pas que ça, mais ça m'a aidé. Ça a été un support, un soutien. Mmh. Mais non, non, sinon avant, je lisais très peu. Enfin, je lisais un petit peu. Beaucoup de bandes dessinées, mais très peu de romans finalement. Et je me suis construit mon imaginaire surtout avec la bande dessinée et après les jeux vidéo, les univers de fantasy en général, les Warcraft, les Mmh. Diablo. Mmh. Euh, c'est ça qui a constitué en fait la base de mon imaginaire. Et non, non, ouais, moi c'est venu très tard et d'un coup en fait. OK. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est super intéressant par rapport aux autres invités que j'ai eus avant et qui, tu vois, présentent les choses de manière, enfin, ont vécu en tout cas les choses de manière radicalement différente. Et justement, ce texte que tu commences à écrire, t'en parles à ta femme ou pas? Enfin, comment ça se passe? C'est un projet parallèle Ouais, ou tu fais ça dans ton coin? Enfin, comment ça se passe? en fait, j'avais écrit une première scène qui était, très, très violente, très, très crue, très, très dark, où vraiment une espèce d'histoire de vengeance un petit peu cracra. Et j'avais fait lire ça à ma belle-sœur à l'époque, à ma femme aussi. Et bon, les réactions étaient, toutes plus ou moins les mêmes. C'est que c'était, bien écrit, mais c'était quand même assez trash, quoi. Et j'ai continué dans cette voie et puis je me suis aperçu bon, je me suis aperçu un petit peu tard, au bout de plus de 200 pages, que c'était juste trash, mais que c'était pas ça manquait de justification, en fait. Il Mm, y avait pas de la forme était sympa, mais le fond allait nulle part. mm, Et je pense que ça reflétait bien mon état d'esprit à l'époque, en fait. C'est que, bah, au fond, je savais pas trop, j'allais nulle part, en fait. mm. Et en réécrivant ce texte X fois, ça m'a permis aussi, je pense, de faire mon cheminement intérieur, quoi. Et en 2017, donc là, en 2011, j'ai appris que ma gamine allait naître. Et en 2017, en fait, il y a eu une deuxième scission dans ma vie. J'ai perdu mon grand-père. Et c'était pour moi le pilier, la figure paternelle, etc. Et en 2017, c'est là que vraiment j'ai commencé à dire, bon allez, on arrête les conneries. Tout ce qu'on a fait avant, on le met de côté, on le met au rebut ou on le met dans les tiroirs. Et j'ai commencé l'artisan meurtrier. Voilà, j'étais à l'enterrement de mon grand-père. Quand je suis revenu dans sa maison, je me souviens, j'étais avec mes cousins. L'enterrement a été une épreuve. Mm, J'ai jamais autant pleuré de ma vie. mm, Et quand je suis rentré, il y avait une petite carte sur son bureau avec marqué artisan menuisier, parce qu'il mm, était mm, menuisier. c'est Et chouette. voilà, popcorn dans la tête. Sur le Mm. chemin du retour, j'ai fait 1000 kilomètres en voiture. Ça a fait des petits dans ma tête. Et voilà, quand je suis arrivé, j'ai commencé l'artisan meurtrier, quoi. Ouais, c'est fou quand même, hein, parce que là, il y a à la fois, enfin, je veux pas faire les petits de comptoir, mais à la fois, il y a l'histoire d'une naissance et l'histoire d'une mort. Et en fait, c'est ça qui, à un moment donné, enfin, ça se cristallise en fait C'est ça, dans le, exactement. voilà, c'est à la fois le truc le plus C'est positif et le plus négatif et qui c'est ça. ça se met ensemble, ça fait un Non, mais espèce de magma et paf, d'un coup, tout sort d'un coup, quoi. C'est ça. ça se Ok. cristallise. Ouais, ouais. C'est le mot que tu as Mm, utilisé, mm, c'est vraiment ça. Et mm, d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu lis la dédicace au début du bouquin, bah, tu mm, comprends, voilà, tu comprends que c'est
pour l'avant et pour Mmh. le futur. Et pour le futur. Et puis, il y a aussi dans l'artisan meurtrier, on y reviendra peut-être tout à l'heure quand tu parles de violence, et cetera. Il y a aussi vachement, je trouve, dans ce roman, la question de la filiation, hein, tu vois, la question Ouais, de l'apparition, de la disparition, l'explication aussi, enfin, tu vois, ouais, à l'enfant, aux parents, etc. Bon, très bien, c'est chouette. Donc, en fait, ces textes-là, tu me dis, c'est à partir de 2011 que ça s'écrit et oui, 2017 que ça se construit, en fait, hein, c'est tout à ça, fait. hein, si on reprend voilà, si on reprend le schéma. Donc, mon autre question, c'est à partir de quand tu te dis, dans ce que j'écris, alors tu le fais lire, etc., à partir de quand tu te dis ça a de la valeur? C'est-à-dire qu'il y a l'aspect cathartique, c'est-à-dire que tu as besoin de te décharger d'un truc, t'écris, bon, bah, ça ressemble à rien, mais enfin voilà, tu as envie de te décharger d'un truc, et puis après, bon, en effet, le perso, il mène à rien, donc il faut construire quelque chose. Et à partir du moment où tu construis, ou alors tu dis, tu vois, j'ai fait 200, 250 pages, il y a des trucs que je garde pas, mais à partir de quand tu te dis, putain, ça ressemble à quelque chose, et peut-être que ça peut être publié, et peut-être que ça peut parler à d'autres personnes qu'à moi. Alors, assez tôt, assez tôt parce que quand j'ai commencé en fait à écrire à écrire tout simplement, hem, je me suis aperçu que, j'arrivais à susciter l'intérêt, j'arrivais à toucher quelque chose chez le lecteur. Donc je me suis assez rapidement dit qu'il y avait peut-être moyen d'en faire quelque chose de ces textes. Bon, comme je te disais, ça m'a pris 10 ans avant de Mm. sortir le premier, donc ça a eu le temps de mûrir, quoi. Mais assez, pas dès le début, mais je veux dire, pratiquement dès le début, j'ai su que j'allais en faire quelque chose. Mm, mm, Euh, bon, évidemment, syndrome de l'imposteur, et puis le fait de se relire, de trouver ça naze, de mm, retravailler, machin, machin. mm. Mais je vais pas dire immédiatement, mais Mais tu y as bah, cru dès le immédiatement. début. Mais tu y as cru Ouais, quand même dès le début. alors, j'y ai pas cru, j'y ai pas forcément cru, je me suis pas dit que j'allais réussir à en faire quelque chose, mais je me suis dit que j'allais essayer d'en faire quelque chose. Mm, mm, Et que j'allais me donner les moyens d'en faire quelque chose. Ce mm. que je fais maintenant, plus précisément depuis quelques mois. Mais voilà, je savais que ça allait prendre du temps, mais je savais aussi qu'il y a un moment où, au bon timing, j'en ferais quelque chose. Et ça, je l'ai su dès les premiers mois, je pense. Ok. Bon, c'est chouette. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent jusqu'au bout, enfin, tu vois, qui ont besoin de... Quand tu parles du syndrome de l'imposteur, salut du Kurtz, bonjour et bienvenue. Du course. C'est chouette, il y a plein de nouveaux là, c'est trop bien. Voilà, donc oui, je trouve ça assez chouette quand même parce que tu vois, là c'est pareil par rapport à si je fais un parallèle avec d'autres écrivains qui, tant que j'ai interviewé et qui me disent, mais tant qu'en fait ça n'a pas la forme du livre et tant que j'ai pas le truc dans les mains, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas l'impression que ça existe. Voilà. Alors, oui, le fait de recevoir l'objet livre. Après, il y a des gens qui publient jamais en physique. Il y a des gens Mm, qui se contentent de publier en numérique, et ce mm. qui sont tout à fait valables et aussi légitimes que les autres, hein. Bien sûr, oui, Mais oui. c'est vrai que l'objet livre, c'est le sésame un peu, c'est le fait de toucher son travail du doigt. Mm, Moi, je sais que j'ai mes épreuves qui sont là, j'ai mon premier bouquin qui est dans la bibliothèque là. Euh, c'est plus, c'est symbolique en fait d'avoir le truc. Mais mm, je pense que c'est vraiment il y a un moment où je sais que moi je me suis relu assez tôt et je me suis dit, voilà, c'est pas parfait, c'est un peu naze, c'est un peu, voilà, c'est un peu bancal, mais j'ai senti dans mon propre phrasé qu'il y avait peut-être quelque chose que ça méritait en tout cas d'être raffiné, je vais dire. mm, mm. Et bon, après c'est du travail, quoi. C'est du travail jusqu'au moment où on se dit, bon ben voilà, là je pense que je peux le présenter sans rougir. Mais c'est Ok. vrai que voilà, au début, les premiers textes en général, c'est quand même pas glorieux, C'est quoi. imparfait, oui, Enfin ouais, voilà, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Et c'est ça qui est rigolo en fait, c'est de voir justement l'évolution et de se Mm, dire, mais voilà, est-ce que je suis arrivé à mon skill cap comme on dit? Est-ce que je suis arrivé à ma vitesse de croisière? Est-ce que je suis satisfait de ce que j'écris? Et est-ce que je pense que si jamais j'achetais, par exemple, moi mon bouquin, je le vends 19,99 €. C'est un prix quand même. Je veux mm, dire, il y a beaucoup de gens, il y a des grands auteurs qui se vendent en poche à 7 euros. mm. Moi, je dis, je vends un objet 19,99 €. Est-ce que si j'achetais ça dans une librairie,
est-ce que j'en aurai pour mon argent? Et quand je me suis dit oui, donc là, j'ai commencé à envisager les choses de manière plus concrète, quoi. Ouais, et sereine aussi parce que justement ce syndrome de l'imposteur était peut-être un peu Ben, après, apaisé. le truc qu'il y a, c'est que moi, le syndrome de l'imposteur, tout le processus d'écriture a été justement une lutte contre mes angoisses Mm. sociales, etc. Mm. Donc, le syndrome de l'imposteur, je pense qu'il s'est délité assez. Au bout d'une dizaine d'années, il s'est quand même bien estompé, quoi. Mm. Et ça, quand je suis arrivé au. Salut, Woum. Quand je suis arrivé au moment de Bonjour Woum, méditer, bienvenue. quand je suis arrivé au moment de méditer, je me suis dit, bon ben voilà, ça mérite que vous le lisiez, quoi. Alors, ça vous plaira peut-être pas, mais en attendant, ça mérite que vous le lisiez. Ok. Dans ces 10 ans d'écriture, est-ce que tu as eu une routine? Alors ça, c'est pareil, hein, moi je te l'ai expliqué en off déjà avant. Moi, mon dada, c'est le processus, donc c'est tout ce qui se passe avant le texte. Et là, ce qui est intéressant dans ce que tu me racontes, c'est la venue un peu tardive, on va dire. Alors quand je dis tardive, c'est pas négatif, hein, d'accord? C'est un rapport à l'écriture qui est différent des auteurs que j'ai pu inviter. Et sur ce processus de 10 ans, est-ce que tu vois aussi que ton rapport à l'écriture ou au processus d'écriture, il change? C'est-à-dire que t'écris quand? Parce que t'as ta petite, du coup. T'écris la nuit, t'écris le jour, tu négocies avec ta femme pour avoir des plages d'écriture, ou alors en fait ton métier te permet d'avoir une espèce de routine, un truc un peu régulier, ou en fait non, ça surgit comme ça, paf. Merci Cro. J'ai encore oublié. Il y a Cro qui dit j'ai encore oublié de gérer mes abonnements. Putain, attends, laisse tomber. Ça fait des mois que tu oublies de gérer tes abonnements. Il faut te désabonner de ma chaîne. C'est pas possible. Bienvenue Cro. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc voilà. Est-ce que tu vois en disant, est-ce que tu vois que les choses un peu se modifie au départ, c'est un petit peu t'écris quand t'y penses, et puis après tu te dis non, faut que ça devienne une routine pour faire quelque chose de régulier. Alors Woum, oui, tu me dis, il y aura le replay pour ceux qui peuvent pas tout suivre ce soir. Alors, sache Woum que en fait normalement nous sommes mardi et que normalement vendredi je fête les 2 ans de ma chaîne et que je ne vais pas faire de stream tout à fait paillettes, pompons et je ne sais quoi d'autre pour les 2 ans du stream. Mais oui, en fait, là, je suis en train de créer ma chaîne YouTube. Voilà, donc il y a déjà une VOD qui a été travaillée parce que j'ai pris un monteur qui est peut-être là. El Mamat, est-ce que tu es là? Qui est mon modérateur et qui est monteur aussi et qui du coup se met à monter toutes mes causeries. Donc oui, il y aura une VOD, il n'y a pas de souci, il y aura un replay, il y aura tout. Si évidemment Mathieu est d'accord pour que ça apparaisse, cette discussion apparaisse sur YouTube, ouais, il y aura un replay évidemment sans aucun souci. Merci pour le follow en tout cas, Woum. Alors, je repose ma question. Est-ce que tu vois que les choses, est-ce que tu te mets dans une routine d'écriture? Comment ça se passe? Ou voilà, même encore aujourd'hui, comment t'écris? Alors, moi, je te pose la question aussi parce que moi, je n'ai absolument. Est-ce que l'artisan meurtrier est d'accord? Je sais pas. Alors, il va répondre, il dira ça en off, il dira ça tout à l'heure. On fera des petites coupes s'il veut, il y a pas de souci. Moi, s'il y a un truc que j'adore, c'est parler de moi ou qu'on parle de moi. Ah donc, bon, bah alors c'est bon, très bien. Bon, bah t'as des affinités avec ton petit personnage aussi, alors du coup c'est cool. Ah bah, il vient pas de nulle part, hein. C'est Regarde, normal. J'ai mis le costume et tout, c'est tu vrai. vois, donc... ah oui. Voilà. Donc, c'est pas une question, c'est un ordre, hein, dit Woum. Bon, bah ok, ce sera un ordre. Oui, alors je dis ça aussi parce que moi, en dépit de toutes les études littéraires que j'ai faites, enfin bon, ça on s'en fout, c'est pas le sujet ce soir, c'est toi le sujet ce soir, mais moi, j'ai jamais réussi à caler dans mon quotidien des moments d'écriture. Donc, tu vois, moi, j'ai plus de 40 piges maintenant, et du coup, mon rêve absolu, c'est de réussir dans mon quotidien, à me planifier des plages d'écriture. Tu vois, truc que j'ai jamais réussi. Après, l'autre jour, tu m'as dit oui, tu procrastines. Je sais plus, je crois que c'est toi qui m'as dit ça. J'ai pas oublié, je vais y revenir, t'inquiète. Tu m'as dit oui, tu procrastines, t'as pas envie d'y aller, tout ça, machin. Enfin voilà. Donc du coup, c'est aussi pour ça que je te pose la question. Est-ce que à ce sujet, tu peux nous en dire plus, et 2, du coup, comment je fais? Alors, déjà, il y a... comme tu disais, j'ai ma petite, il fallait que je m'en occupe, machin et tout. Ouais. Alors, ma gamine, elle a jamais été un frein pour quoi que ce soit. Voilà. Je veux dire, les gens qui ont un enfant et qui disent qu'ils ont plus le temps, bah, je sais pas comment ils font, parce que moi, j'ai
une gamine et j'ai toujours. Après, oui, forcément, ça t'ampute une partie de ton temps, mais je veux dire, ça t'empêche pas de faire quoi que ce soit. Après, les gens qui en ont 2, 3, etc., bon, là, je sais pas, je me prononce pas. Donc, non, ma gamine n'a jamais été un frein, bien au contraire. Pour ce qui est du processus d'écriture, alors il faut que tu saches que moi, je m'épanouis dans le chaos. Pas dans le chaos physique autour de moi, parce que j'aime bien quand que ce soit un petit peu, voilà, à peu près bien rangé, propre en tout cas. Et par contre, le processus d'écriture, pendant 10 ans, il a été complètement chaotique. Et maintenant, j'essaye de le discipliner un petit peu. Et il a été chaotique tout simplement parce que le problème de beaucoup d'auteurs au début, j'en ai parlé avec plusieurs, c'est je déteste écrire, mais j'adore avoir écrit. Et moi, c'était un peu ça. Le fait de devoir écrire, c'était compliqué, c'était pénible. Mais j'adorais me dire ah bah putain j'ai fait 1000 mots hier, tu vois. Et en fait ça c'est, je pense que c'est le problème de tout le monde au début, c'est justement trouver son propre rythme. Alors moi mon rythme il a jamais été fixe et je peux par exemple ne pas écrire pendant 6 mois et écrire beaucoup pendant 2. Enfin voilà, c'est complètement chaotique et l'inspiration doit venir. Mais il faut pas attendre l'inspiration. Je pense que c'est un peu comme tout. Des fois, il faut savoir se faire un petit peu violence et se dire, voilà, aujourd'hui, je fais 200 mots. Et puis, si ces 200 mots, c'est de la merde, et ben demain, je les efface et j'en fais 200 autres jusqu'à tomber sur quelque chose qui me convient. Voilà. Donc, au début, j'avais pas de deadline et c'était une erreur. Maintenant, je mets des deadlines et j'avance beaucoup plus vite. Même si, en ce moment, entre la BD, le jeu vidéo et les bouquins, c'est un peu compliqué. Je suis un peu sec au niveau de l'inspiration. Mais voilà, le fait d'avoir des deadlines, ça te permet de te discipliner parce que voilà, tu sais que aujourd'hui tu vas devoir faire 1000 mots et voilà, si tu regardes les papillons, si tu commences à 8h du matin et qu'à 10h t'as fait 1000 mots, t'as fini la journée. Si tu commences à glander, à regarder les papillons et qu'à 14h t'es encore devant, il y a un moment, c'est que faut peut-être couper les distractions, arrêter de regarder les streams de Woom par exemple et puis te concentrer un petit peu plus sur ton propre travail, tu vois. Donc, quand on me dit j'ai pas le temps d'écrire, j'ai du mal à y croire parce que tu peux écrire beaucoup en très peu de temps. Le seul truc qu'il y a, c'est de se conditionner mentalement et de s'y tenir. Parce que c'est facile de se dire, ouais, non, mais là, finalement, j'ai un rendez-vous dans 2 heures, je vais pas me mettre à écrire maintenant alors que dans 2 heures, je dois partir. C'est une fausse excuse pour moi, tu vois. C'est, tu t'y mets, tu t'écris une demi-heure et puis après, tu te prépares pour ton rendez-vous. Voilà. Donc, les gens qui me disent qu'ils ont pas le temps, je pense que ce sont des fausses excuses parce que le temps, tu le trouves toujours. Moi, j'écrivais pendant ma pause au travail. J'écrivais dans les transports, enfin voilà, donc j'écrivais à l'hôtel quand je faisais du commerce. Donc tu peux toujours t'aménager une session d'écriture d'au moins 1 heure, même si c'est très peu, même si c'est juste une centaine de mots. Une centaine de mots, t'imagines sur une année ce que ça fait. Donc voilà. Alors le processus. Il y a Woom qui dit c'est rigolo, je connaissais pas ce souci quand tu as dit je déteste écrire mais j'adore avoir écrit. Et il me semble que j'en avais déjà parlé en plus. Dante ajoute en disant voilà l'artisan meurtrier qui tire en plein cœur. C'est parce que Woom c'est un peu la distraction du matin où on va tous un petit peu papoter aussi. Ok, bon très bien, je le saurais comme ça. Mais enfin voilà, du coup la question que je me posais c'est ça. Alors après si tu veux, moi je t'interroge aussi là-dessus parce que y a des auteurs qui là tu vois tu es en train de dire je me donne une routine d'écriture. Alors c'est intéressant ce que tu me dis parce que alors du coup je te redonne un petit peu le contexte. Je préciserai après si tu veux comment j'écris effectivement. On en reparlera après mais du coup moi je te pose cette question parce que comme tu le sais je fais pas ces causeries littéraires n'importe comment ni sans fond. En fait moi j'ai fait une thèse sur tout ce qu'on appelle le principe avant-textuel, c'est-à-dire en fait comment les écrivains Dante me dit est-ce que le chat a droit aux questions? Il y a un moment spécifique. Non, absolument pas, tu poses tes questions quand tu... salut Malik. Coucou Malik, bienvenue. Alors du coup moi j'ai travaillé dans ma thèse sur les processus avant-textuels, c'est-à-dire comment les écrivains font pour écrire leur bouquin, tu vois. Et justement ce qui est assez intéressant c'est que là t'es dans une logique
ou en tout cas dans une pratique plutôt, qui consiste à dire, même si je fais de la merde, j'écris tous les jours. Enfin, tu vois, ou en tout cas, j'essaye de ritualiser le processus d'écriture et de rentabiliser, en fait, hein, le processus d'écriture en disant, ben voilà, tiens, tu vois, dans le train, j'écris, machin, j'écris, etc. Donc, il y a une logique, j'ai envie de dire, alors c'est peut-être pas un mot qui te plaît, mais tu vois, de rentabilité, alors pas mécanique, mais de rentabilité. Tu vois, de dire, ok, voilà, tu vois, en disant, ok, là j'ai une demi-heure, je suis tranquille, plutôt que de scroller sur mon téléphone ou de regarder un stream de Woom, ou voilà, du coup, tu vois, je passe ce temps, etc. Et d'autres écrivains vont dire, bah non, moi, en une demi-heure, je peux rien foutre, en fait. En une demi-heure, bah voilà, je vais regarder les papillons, les machins, les trucs, enfin, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, l'inspiration va pas venir, mais je vais quand même mettre sur mon carnet, enfin tu vois, je sais pas, 3 notes, et puis quand j'aurai plus de temps, je pourrai écrire. Tu vois, moi par exemple, le fait de pas écrire, c'est parce que je pense que le jour où ça va venir, je vais faire, enfin genre ma vie va s'arrêter. C'est-à-dire que je vais 3 mois, je vais faire que ça. Tu vois, et plus rien n'existera autour. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais vomir le truc, en fait. Je vais le cracher, enfin, je sais pas comment dire ça. Ça va être un espèce de truc un peu dégueulasse. Je ne suis pas un papillon aussi. Et tu vois, voilà. Ouais. Donc, en fait, je pense qu'il y a pas alors, je suis pas en train de me chercher des excuses, hein, tu vois, parce que j'en ai pas. Je t'avais dit aussi la fois où tu étais venu en stream en disant ça que, en fait, j'avais aussi peur de ce qui allait sortir. En fait, hein, j'avais peur de ce que j'allais écrire, tu vois, clairement. Et là, tu me dis, enfin, on est pas. C'est ça qui est chouette aussi dans cette discussion, c'est qu'on n'est pas dans les mêmes processus en quelque sorte. C'est-à-dire que toi, t'as plus peur en fait de ce que tu peux écrire. Tu vois, ce que je veux dire, t'as plus peur de ce qui peut sortir. Si. Je rebondis juste sur ça, parce que la première chose que j'ai écrite, justement, elle était comme ça, elle était viscérale, elle est venue des profondeurs, des tréfonds de mon âme noircie par les angoisses. Non, mais tu prêches une convertie, hein, c'est oui, non, mais c'est ça. On refait un stream anxiété, angoisse sociale, il n'y a pas de souci. Mais justement, il faut le laisser sortir le plus rapidement possible, ce truc, parce que c'est ce qui va te permettre, de ça va être la glaise brute, en fait. C'est vraiment ce truc que tu vas sortir de manière viscérale, qui va venir du plus profond, qui va te servir de base, et tu vas dire, bah voilà, ça c'est ce que j'ai vomi, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, un soir où j'étais pas bien, où tu te sens, tu sais, t'as cet état un petit peu secondaire où t'as l'impression que ça écrit tout seul, etc. C'est une espèce de frénésie comme ça où tu vas écrire, je sais pas, X centaines ou X milliers de mots. Et en fait, c'est une fois que tu vas avoir craché ça, que tu vas le laisser reposer quelques jours et puis tu vas le relire et tu vas dire, oh ben voilà, il y a les thèmes principaux que je veux. Il y a le point de départ et il y a les thèmes principaux qui viennent du plus profond de moi, qui sont les thèmes qui vont être récurrents dans mon texte. Et j'ai encore mon premier texte que j'avais écrit, et effectivement, j'ai beau vouloir varier mon répertoire, l'hérédité, le poids du passé, l'importance de l'affiliation, le rapport maître-disciple, ce sont des thèmes qui reviennent tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, certains grands écrivains sont devenus très grands parce que justement, ils ont réussi à varier ces thèmes et à ouvrir leur champ. Mais c'est pas encore mon cas, même si j'essaye de faire des trucs différents, mais ce truc que tu as peur de faire sortir, arrête d'avoir peur et sors-le. C'est ça en fait le truc. Donc, et pour en revenir à mon processus d'écriture au niveau plus technique, si tu veux que je t'explique tout techniquement, quand je te parle d'avoir une demi-heure devant soi, ou une heure, ou un quart d'heure, ou même 10 minutes, moi je sais que 90% de mon travail de préparation, c'est de la prise de notes. Donc j'ai un cahier là, où je dois être dans le coin, j'ai un cahier, c'est que des notes, des phrases, des bouts de phrases, des prénoms, des mots, et c'est ça en fait que je te dis, quand tu as une demi-heure, tu prends des notes, tu prépares ton travail, ce qui fait qu'après quand tu vas te mettre à la rédaction, ce sera fluide parce que tu auras déjà des petites bases sur lesquelles t'appuyer. Il y a Dante qui dit, est-ce qu'il y a ou il y a eu une appréhension de la qualité ? Je parle peut-être pour d'autres, mais il peut y avoir un blocage dans la production par peur de faire quelque chose qui déçoit, même si l'écriture reste un travail itératif. Alors, ça dépend si tu te compares et avec qui tu te compares. Mais quand t'écris, alors ça dépend si t'écris pour te faire lire ou si t'écris juste
pour te soulager ou Mmh. pour toi ou pour des gens très proches qui ne Mmh. te jugeront pas en fait. Mmh. Mais oui, il y a évidemment un souci de la qualité. Moi, je sais que par exemple, ça m'arrive souvent de prendre des bouquins de ma bibliothèque à côté, de prendre par exemple Le Sorceleur, de lire un passage du Sorceleur et de lire un passage à moi qui y ressemble et de me dire, oh, ben voilà, lui, il a utilisé beaucoup plus de vocabulaire. Voilà. Donc, oui, il y a une appréhension de la qualité, évidemment. Sinon, sinon tu travaillerais pas pour t'améliorer. Mmh. Donc, blocage dans la production à cause de la qualité, oui. Moi, je peux même te dire que avant de sortir L'artisan meurtrier, j'ai eu des blocages sur la qualité pendant plusieurs années, oui. Et c'est justement là où je rejoins ce que disait Ekat tout à l'heure, c'est que il y a des fois où il y a des choses que tu retiens. Et justement, c'est justement ça qu'il faut pas retenir Mmh. et qui va te permettre de débloquer certains paliers. Et tu vas te dire, bah voilà, non, mais ce que je veux écrire là, c'est quand même super violent. Tu vois. Et ben justement, c'est une fois que tu as jeté ça, tu te dis, bon ben voilà. Là, quand je me relis, je pense que je suis allé trop loin. Et c'est ce qui te permet un peu, comme les canons, tu tires un coup long, un coup court, et après tu ajustes. Ben là, c'est pareil. Tu vas écrire vraiment, tu vas jeter le truc le plus loin possible. Et tu vas, après, avec le recul, te dire, oh ben voilà, là, je suis allé un petit peu trop loin. Mmh. Bon, je vais ajuster en fonction de ça. Mais oui, l'angoisse de la qualité, elle est terrible. Et je vais même te dire mieux, c'est qu'elle est encore plus terrible maintenant que j'ai déjà des textes qui sont sortis Bien sûr. et que je dois faire des suites. Mmh mh. Alors c'est intéressant parce que moi quand j'avais fait ma thèse, donc moi j'ai travaillé sur les carnets ou les cahiers justement, hein, d'écrivains. Donc c'est-à-dire Ouais, tout ce qui va venir précéder ensuite le bouquin en train de s'écrire et ensuite, le bouquin publié. Et en fait justement les écrivains disent que, il y a un truc qui est très intéressant sur la relecture, tu vois? ouais, C'est-à-dire qu'en fait quand ils écrivent justement sur leur cahier ou sur leur carnet, ils se posent pas de questions. Tu vois, c'est ça. justement, Ouais, tu vois, moi j'ai bossé sur Saint-Exupéry qui écrit dans son avion quand il fait, tu sais, ses trucs par voie postale, paf machin. J'ai écrit sur Louis Guillou qui dans le train quand il fait, voilà, Quimper, enfin non c'est Saint-Brieuc, pardon, faut pas que je dise de conneries, mais qui fait Saint-Brieuc-Paris, paf, écrit dans le train sur ses carnets, etc. En fait, ils disent tous que quand c'est écrit de manière immédiate sur le carnet sans se poser de questions, ils se posent pas de la question de la valeur. C'est juste l'idée, paf, l'idée qui arrive comme ça, paf, paf, tu la notes comme tu dis, hein, il y a des noms, il y a des idées, il y a des phrases et tout ça, paf. Et puis ouais. par contre, si ils relisent, donc là on est vraiment dans la logique de la relecture, s'ils relisent le lendemain ou l'après-lendemain ou tu vois dans un temps court, ils se disent putain c'est de la merde en fait. Parce que tu vois, toute la charge émotionnelle ou le contexte, etc., du moment de l'écriture a disparu. Et ils se disent, putain, mais non, mais en fait, ça c'est nul. Pourquoi j'ai écrit ça? Mais non, mais je me souviens plus. Pourquoi j'ai écrit ça? En fait, c'est nul, etc. Et en fait, ils disent bien qu'il faut laisser macérer. Tu vois, c'est un peu comme du pinard ou je sais pas, enfin, tu vois. Et en fait, la réécriture à long terme, c'est-à-dire quand tu le reprends quelques mois ou même quelques années après, où tu retrouves un carnet, tout ton truc et tout, tu te dis ah ouais mais putain ça en fait c'est exploitable et ça c'est pas si mal que ça. Enfin tu vois donc enfin Alors, en tout cas dans les autres, oui, oui. enfin concernant les auteurs sur lesquels j'ai travaillé c'est comme ça que ça se passait. La relecture à court terme, tu vois la relecture immédiate, quasi tout de suite tu dis putain mais en fait c'est pas si bon que ça. Et après quand tu laisses un peu le temps passer paf, ça va mieux. Donc c'est cool, t'as quand même des gens qui te disent, voilà, je dois bien dire que l'artisan m'a bien aidé, remotivation depuis nos échanges, etc. C'est chouette, hein, ça veut dire que t'es aussi un mentor hein, sous cet angle-là, sous l'angle créatif, quoi. C'est chouette. Alors ouais, ça me fait vachement plaisir, surtout que du Mm, Kurtz. Alors bon, juste pour la petite anecdote, du Kurtz en fait, c'est la première personne à m'avoir acheté mon bouquin et à mm, l'avoir lu via Twitch. ouais. Et c'est en fait quand j'ai sur ma chaîne, quand tu es assidu à ma chaîne avec les points de chaîne, tu peux acheter des textes. Et Mm, c'est le premier à m'avoir acheté un texte, donc j'ai écrit un texte pour du Kurtz. trop bien. Voilà, et il sera bientôt sur mon site disponible gratuitement. Il est déjà disponible sur le Discord, mais bon voilà. Ok. Donc oui, c'est un peu du Kurtz, c'est la première personne à m'avoir pris les bouquins Super. Trop bien. via Twitch. Trop Pour bien. revenir à ce que tu disais sur la lecture immédiate, moi j'ai ce que j'appelle la règle des deux dodos. La règle des deux dodos, c'est que peu importe ce que tu fais, t'attends 48 heures Ah, avant tu de vois ce que réagir. je te dis? Eh ben oui, très Voilà. bien. Donc Ouais. ça c'est un Mm, truc, c'est typiquement quand tu vas écrire quelque chose dans une mm, frénésie, mm, quand tu vas vomir quelque chose dans une frénésie. mm, Alors les frénésies, moi je sais que ça me le faisait beaucoup au début. Maintenant, ça me le fait beaucoup moins parce mm, que mon univers, je le connais sur le bout des doigts et mm. parce que j'ai beaucoup de
j'ai beaucoup de personnages différents, de trucs différents, donc j'ai plus de frénésie, j'ai plus de planification en fait. Même si je n'écris rien, enfin si je n'écris rien, maintenant je suis obligé de faire des frises chronologiques et tout, sinon je me perds. Mais donc quand tu as cette espèce de frénésie, si tu relis immédiatement après ou le lendemain, tu vas forcément trouver que c'est naze parce que tu vois, c'est écrit sur le moment, c'est écrit à chaud, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc ça peut être, par exemple, tu vois, moi je l'ai fait ça tout à la fin de l'Odyssée. Il y a quelqu'un qui parle et c'est justement le résultat d'une frénésie. En fait, la tirade, elle a été écrite d'une traite. Un soir comme ça où j'étais un peu dans un état second, j'ai écrit cette tirade et elle est un peu bancale, mais je l'ai gardée telle que parce que le personnage réagit à chaud aussi, tu vois. Et je me suis dit, bah, ça colle vachement bien au ton du truc, même si c'est un petit peu bancal. Ben, c'est ce qui fait la qualité et c'est ce qui fait que le sel un peu de la réplique, tu vois. Donc il faut savoir prendre du recul, mais il faut savoir garder de la spontanéité aussi, je pense, surtout quand tu écris, comme moi, beaucoup de dialogues. Donc, bonsoir Kidness, oh, Kidness, bienvenue. Dis donc, t'as un sacré fan groupe là ce soir, c'est super chouette. Hein. Merci d'être là en tout cas pour cette discussion. Bon, voilà pour la venue à l'écriture. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ? Moi, quand on avait discuté en off, j'avais envisagé aussi ce moment de la première lecture autre que la tienne. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit, ce moment où, voilà, donc le premier texte, on en a parlé, le sentiment de faire quelque chose qui a de la valeur et qui est publiable ou qui peut se finir et qui peut être publié, ça, on en a parlé. Et puis la dernière étape, c'est à partir de quand tu l'ouvres au public. Tu vois, où tu acceptes, enfin, tu vois, tu franchis ce cap social, en fait. Hein. C'est ça aussi, de te dire, OK, je vais le faire lire. Alors maintenant, hein, c'est la mode du bêta-lecteur, hein, c'est-à-dire, tu vois, cette espèce de lecteur intermédiaire quand le texte, il n'est pas encore... tu vois, mince, on est grillé, comment elle sait, la madame, qu'on est fan de l'artisan qui a vendu la mèche. Oh, mais la madame est pas si bête que ça. La madame, c'est bien. La madame, c'est bien. J'aime beaucoup cette translation franche et naturelle de l'ami l'artisan. Avoir une réponse B sur des problèmes A de temps en temps, c'est pas mal quand même. Oui, parce qu'en fait, je trouve aussi que ça... en fait, l'avantage de la discussion qu'on a là, c'est que, tu vois, j'ai reçu donc pas mal d'écrivains jusqu'à présent dans ces causeries qui t'expliquent les choses de manière un peu vaporeuse, tu vois, de manière un peu impressionniste. Et toi, tu as quand même une relation assez rationnelle, j'ai envie de dire, à ton écriture, quoi. Tu vois, il se passe ça, paf, je fais ça, paf, je fais ça. Enfin, tu vois, c'est un peu action-réaction, j'ai envie de dire. Il y a un truc aussi que je trouve un petit peu particulier, c'est que quand tu dis à quelqu'un que tu as écrit un roman, il te regarde comme si tu avais fait de la chirurgie ou fait décoller une fusée. Mais c'est Alors vrai. que pas du tout. C'est pas du tout. C'est juste que tu as été assidu ou peut-être que tu as... Je sais que moi, par exemple, j'ai un avantage dans cette histoire, c'est que j'ai une excellente mémoire. Et je mise vraiment beaucoup sur ma mémoire. Donc après, il faut savoir jouer avec ses avantages. Mais c'est vrai que je vois beaucoup de fantasmes autour de l'auteur ou de l'écrivain, alors qu'au final, il faut faire, quoi, c'est ça. En fait, ouais, c'est pas si mal que ton perso, enfin, que ton perso s'appelle l'artisan meurtrier, parce que l'artisan, c'est toi, en fait, là-dedans. Après, l'artisan meurtrier, en fait, moi j'adore tout ce qui est symbolique. Donc l'artisan meurtrier, c'est plein de symboles. Je sais pas si tu as déjà regardé la tronche de l'artisan meurtrier, la capuche. En fait, je suis parti du design, c'est un point d'interrogation en fait. Et je trouve que ça lui va bien parce que voilà, on sait pas, on sait rien sur lui. On sait pas d'où il vient, on sait où il va, on sait où il veut aller, on sait pourquoi quand on a lu le bouquin évidemment, mais on sait pas d'où il vient et je trouve que c'est assez sympa de pouvoir en fait avoir un peu d'empathie. Bon après il est pas très agréable comme personnage, mais je trouve ça assez rigolo de pouvoir avoir un petit peu d'empathie pour quelqu'un qui n'existe pas en fait, qui reste il n'a pas d'identité si ce n'est ce pseudonyme de chef et de l'artisan meurtrier qui lui donne des airs un petit peu grandiloquents. Voilà, donc c'est plein de symboles en fait, que ce soit l'image comme le texte. Voilà, c'est tout plein de symboliques qui n'appartiennent, qui sont propres à moi, mais qu'on peut décoder voilà, assez facilement. Et pour en revenir aux histoires un peu vaporeuses, après, je pense qu'on peut tout expliquer.
ça dépend de la manière qu'on a de l'expliquer. Et si on veut l'expliquer en restant en entretenant le mystère, bah, on peut utiliser justement des termes un petit peu vaporeux. Mais après, écrire, bah, ça reste que prendre un clavier, taper des touches, et bah, la mécanique reste toujours plus ou moins la même, quoi, hein. Donc au final, Il y a Woom qui parle de démystification, hein. Il dit ça démystifie de fou dans tous les domaines, je suppose, quand on met les mains dedans. Oui, mais après, si tu veux, le principe de ces causeries aussi, c'est que tu vois, là, ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on est sur ce sujet, mais moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est moins le produit. Enfin, on va en parler du bouquin. C'est évidemment le centre de la discussion, mais moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est, tu parles de démystification, et là, c'est aussi la façon dont on parle de ce processus et dont on parle de la venue à l'écriture. Parce qu'on se rend compte, hein, je te dis, moi j'ai fait venir un écrivain de science-fiction qui dit « Ah non mais moi c'est juste parce que je voulais impressionner une gonzesse en 4e et que j'écris une nouvelle de SF et pouf, ça a commencé comme ça. » Un autre qui dit « Ah non mais moi c'est parce que mes parents étaient scientifiques, ça me faisait chier, je voulais les emmerder, donc du coup j'ai commencé à écrire des textes. » Enfin tu vois, en fait cet ancrage biographique là, enfin tu vois, là on parlait tout à l'heure d'anxiété, de machin, enfin tu vois, de la naissance de la gamine et tout ça, enfin tu vois, en fait c'est, il y a toujours une venue à l'écriture particulière, et moi je trouve ça à la fois c'est très ancré évidemment autobiographiquement, mais tu vois, je trouve que c'est toujours très riche, justement parce que, alors est-ce que c'est démystificateur, je sais pas, après tu vois, bien sûr on va y venir, hein, à la façon dont tu as écrit L'Artisan, tes influences littéraires, la BD, le jeu vidéo, tout ça, mais voilà, je trouve ça toujours intéressant. Donc je finis sur cette première partie, je reviens sur ma question de tout à l'heure, sur cette première lecture autre que la tienne, tu vois, ton premier lecteur. Alors ouais. donc il y a du Kurtz qui t'a acheté tes premiers Alors, textes, ça c'est ce que tu disais, mais peut-être pas non, du L'Artisan. Kurtz, non, du Kurtz, c'est lui le premier à m'avoir acheté le texte via Twitch. Ok. Parce que voilà. Mais non, les premiers textes. Alors, tu parles de Les L'Artisan premiers meurtrier lecteurs, peu importe. les premiers lecteurs. Voilà. Alors, Parce que les ces premiers premiers lecteurs, ils de- t'encouragent quand même. Ils Alors, ont bien un rôle les- aussi, tu vois, je me là-dedans. souviens très bien des premiers lecteurs de L'Artisan meurtrier. Mm. Quand L'Artisan meurtrier est sorti, ça a été catastrophique. Mm. Je vais te dire pourquoi. Mm. Parce que j'avais travaillé avec une correctrice qui avait salopé le travail. Mm. Et en fait, la première lectrice que j'ai eue, et je la remercie, Ellie, elle m'a dit, écoute Mathieu, le texte est super, mais il reste des coquilles. Donc j'ai même pas pu savourer la sortie de mon bouquin parce que la correctrice m'avait salopé le travail et que j'ai dû recorriger. Donc les premières lectures ont été un petit peu problématiques, vraiment les toutes premières, mais les premiers retours de lecture, parce que là ça a été une lecture, j'ai eu un retour instantané, mais les premiers retours de lecture, les premiers commentaires Amazon, les choses comme ça, c'est là que je me suis dit, bon c'est bon, le message est passé, mission accomplie, tu vois. Je me suis dit, voilà, ça, je me suis affalé et je me suis dit, bon ben voilà, il y a eu des problèmes au niveau de l'orthographe, parce que ceci, parce que cela, mais le texte est bon, et le sous-texte est entendu. Et moi, c'est surtout ça qui m'intéressait, c'est que on comprenne le sous-texte et que on me dise, ah oui, l'artisan meurtrier, c'est le héros, mais le personnage principal, c'est pas l'artisan meurtrier, c'est Basile. Tu vois. Et en fait, quand les gens ont compris ça, je me suis dit, bon ben voilà, la mission est accomplie. Ouais, ce que tu Donc, voulais faire passer. Voilà. Et en fait, ça a été une fierté, hein, on va pas se mentir, mais ça a surtout été un immense soulagement de se dire, oh ben voilà, depuis 10 ans que je m'évertue à travailler ma plume, à essayer des figures de style, à créer des personnages, machin et tout, je m'étais pas trompé. Voilà. Ok. On passe cette fois-ci à la deuxième partie de cette émission, et qui concerne cette fois-ci justement l'artisan meurtrier en particulier. Tu nous as expliqué tout à l'heure le jeu un petit peu sur le titre, hein, que tu avais choisi. La première grande question, le premier grand ensemble de questions va porter plutôt sur les sources. Je trouve, et je te l'ai dit en off aussi, mais on verra après, que c'est un ouvrage qui est d'une très très grande richesse, et je me suis posé tout de suite la question des influences que tu pouvais avoir. Donc moi j'ai vu des influences littéraires, j'ai vu du jeu vidéo, j'ai vu du cinéma, et tout de suite tu m'as dit mais non, c'est la BD. Alors dis-nous
dis-nous quel est le substrat, quel est le truc, enfin tu vois, de quoi, alors peut-être pas tu essayes de te rapprocher, mais à quoi tu essayes de te raccrocher justement. Quand tu écris l'artisan Alors, meurtrier, tu te dis voilà, j'aimerais que mon bouquin il soit inclus dans cette nébuleuse là, tu vois, avec tous ces bouquins autour de moi. Ça pourrait être quoi? quand j'étais Tom Tom et Nana, oui, j'en ai lu aussi un petit peu, ouais. Quand j'étais au début de l'adolescence, il m'arrivait souvent sans que ça me prévienne, de rester une journée tout seul dans ma chambre et de lire toutes mes BD. Ok. Je prenais du matin au soir, je lisais tous mes Spirou, tous mes Gaston, tous mes Léonard, tout voilà. Je sais pas, ça m'arrivait de temps en temps, j'ai trouvé ça super cool. Donc mon inspiration principale pour l'artisan meurtrier, c'est la bande dessinée Léonard le génie. C'est une BD où il y a Léonard de Vinci et son apprenti. Je connais, ouais. Basile. Voilà. Donc si Ok. jamais tu cherches, si jamais tu te demandes d'où ça vient, l'apprenti Basile, enfin l'assistant meurtrier Basile, ça vient de Léonard le génie, qui est pour moi la BD la plus mieux, voilà, la plus meilleure. Je sais pas, le dessin me plaît, les gags me plaisent, c'est débile, voilà, ils sont toujours en train de manger des ossobuco, enfin je sais pas, je trouve ça super drôle. Et ça a été le point de départ du truc. Et après, ça va être pour la relation entre les personnages, hein, la relation problématique entre le maître et le disciple en fait. Et alors, pour tout ce qui va être le ton des dialogues, ça va être, je vais dire, 50% Tarantino et 50% Kaamelott. La série, hein, pas le film. Donc voilà, c'est vraiment ça. Il y a aussi pas mal de répliques. Par exemple, tu vois, dans l'épisode numéro 2, donc quand ils sont dans la taverne, il y a une réplique des 8 salopards de Tarantino que j'ai ressorti quasiment mot pour mot. C'est quand voilà, ils sont tenus en joue par le méchant qui a l'arbalète, puis qui dit à partir de maintenant, plus de sommation, un carreau. Le premier qui bouge une oreille, voilà. Et en fait, c'est une réplique à 90% qui vient de The Hateful Eight, et c'est Samuel Jackson qui la prononce. Et moi, quand je regarde ce film et que je vois Samuel L. Jackson en train de menacer tout le monde avec un Colt, mais je suis voilà. Les dialogues de Tarantino, c'est vraiment, pour moi, c'est des masterclass, quoi. Je pourrais les regarder et les écouter en boucle. Donc voilà, pour les dialogues, on va dire 50% Tarantino, 50% Kaamelott pour le côté humoristique. Pour la relation entre les personnages, Léonard le génie, et un peu Rick et Morty aussi sur la fin, parce que j'adore Rick et Morty. Je trouve ça bien débile. Et après, pour tout ce qui va être construction de l'univers, côté fantasy, dark fantasy, on va être sur Diablo, Dark Souls, Warcraft, Diablo, Dark Souls, Warcraft et Fable. Voilà, ça c'est mes refs au niveau du jeu vidéo, quoi. D'ailleurs, j'ai prononcé Dark Souls. Normalement, il devrait y avoir des réactions dans le chat si les gens ont entendu. Mais voilà, moi je suis un gros fan de Diablo, Dark Souls. Il y a peut-être d'autres refs qui m'échappent là pour le moment, mais... Et ce que je trouve assez fou dans ce que tu es en train de me dire, c'est que en fait, il y a à la fois des trucs qui sont hyper sérieux. C'est les deux mots pour l'invoquer, ouais. Tu vois, Dark Souls, ouais, c'est que si tu me prends, en fait, finalement, ce qui, là, on va être encore sur le mot cristallisé, mais tu vois, Tarantino, c'est à la fois de l'hyper violent et à la fois de l'hyper ironique, de l'hyper comique, etc. Parce que je suis désolée, mais moi, Léonard le génie, je l'ai lu. En effet, Rick et Morty, je connais, tu vois, et c'est comme tu dis, c'est débile entre guillemets, enfin tu vois, c'est de l'humour qui pousse l'humour au bout du bout, tu vois, et en même temps tu me dis les Souls, les machins, enfin tu vois, donc c'est à dire que là tu dis faut avoir mauvais goût pour aimer. On y vient, il va y avoir un débat là, tu vois, on va faire un sondage, faut avoir mauvais goût pour aimer les Souls. Je vais t'en parler de Mamad de ça, ouais. D'accord, mais si tu veux, alors Mamad dit même pas Skyrim avec Alduin qui domine ton bureau derrière. Là, il y a Alduin, et puis là, il y a l'artisan meurtrier. Okay. Mais non, alors Skyrim, non. Morrowind, je sais pas si ça te parle, mais moi je suis un grand fan de Morrowind. D'ailleurs, tu vois Shivering Isles qui sont là. Et j'ai Skyrim, j'ai la carte juste derrière. Donc oui, je suis un énorme fan des Elder Scrolls. Mais en fait, Dark Souls les a tellement surpassés que ça reste
affectivement important parce que Morrowind, j'ai joué avant de connaître ma femme et tout, donc ça fait plus de 20 ans. Donc ça reste quelque chose qui est ancré dans mon passé, mais les Dark Souls sont tellement meilleurs que voilà, je cite plus Dark Souls. Je pense qu'ils m'ont plus influencé et qu'ils influent encore plus sur mon style que les Elder Scrolls, même si ça fait 25 ans que je les connais, quoi. Alors il y a Dante qui dit j'ai les mêmes rêves, c'est terrible, mais je les ai aussi, tu vois. Perso, j'ai vu Tarantino en lisant le bouquin, oui, mais je trouve que du coup, c'est quand même assez périlleux ce que tu as fait, tu vois, parce qu'il y a des passages qui sont en effet très drôles ou très comiques, enfin, Ouais. tu vois, ou très un peu potache même, enfin, tu vois, et tu réussis quand même à garder ça dans un contenu très réaliste et très crédible. Tu vois, parce que Alors, ça aurait pu être méga casse-gueule quand même, tu vois, de jouer alors, sur ces deux niveaux. justement, Ouais. justement, c'est vachement intéressant que tu soulignes ça parce que on me l'a reproché ça. On me l'a Ah. reproché et on me l'a reproché au moment où j'ai commencé à chercher des éditeurs pour l'artisan en me disant ouais mais ton personnage, ton texte il est pas assez Ou trop. drôle, mais pas assez violent. Mm, Il a le cul entre deux chaises. Alors du coup je fais ah bon. Alors j'ai pris les curseurs puis j'ai fait comme ça. Et j'ai dit allez hop. Il y aura plus d'humour, il y aura plus de trucs, et c'est encore pire dans les suivants. J'ai vraiment poussé les curseurs encore plus, parce qu'en général, quand on fait une suite, c'est pour aller toujours un petit peu plus loin. Mais à la base, l'artisan meurtrier était quand même beaucoup plus. Alors, j'ai gardé ce côté où il utilise pas mal d'expressions un peu désuètes. Voilà, c'est bigrement cocasse, des choses comme ça. Ponctué avec des choses un petit peu plus grossières. Donc c'est l'artisan meurtrier, c'est jamais vulgaire, mais c'est grossier en fait. Et on m'a reproché. Oh non, c'est pas vulgaire. Oui, non, c'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire, mais c'est grossier. Ouais. Et on m'a reproché au début. Même grossier, je trouve que. C'est grossier. Bah, c'est grossier, il y a des gros mots. Ouais, il y a des c'est gros. pas forcément. Franchement, c'est pas. Enfin, tu vois, moi, je l'ai fini quand ça. On a discuté ensemble dimanche. Je l'ai fini lundi. On est mardi. Enfin, tu vois, j'ai vu des choses bien. Enfin, j'ai lu des choses bien plus. C'est ça. Tu vois, mais c'est parce que j'avais pas envie. Je trouvais ça vachement facile en fait quand tu écris de la dark fantasy. Tout le monde doit parler mal en fait. Mais quand tu regardes par exemple, quand tu lis par exemple Sapkowski ou Gemmel, y a personne qui parle mal. C'est de la dark fantasy. Les gens sont à la limite un petit peu grossiers. Tu vas des fois avoir un putain qui sort ou un merde, mais ils arrivent à faire passer la grossièreté dans un phrasé plus que dans des mots choquants. Là, je lis souvent de la fantasy. Souvent auto-édité ou voilà où tous les personnages disent désolé mais va te faire enculer. Ouais, enfin bon, au bout d'un moment. Alors tu dis désolé, mais tu m'as jamais vu jouer à des FPS, hein, ça se voit parce que alors du coup plus personne ne vient tellement je suis vulgaire. Alors tout le monde me dit ouais, alors tu fais des causeries littéraires prout le mardi et puis t'encules tout le monde le mercredi. Non mais voilà. Donc, ne t'inquiète pas, j'ai invoqué la grossièreté. Ouais, je comprends. La grossièreté pour la grossièreté, c'est comme le sexe pour le sexe ou la violence pour la violence. Ouais, mais justement, c'est ce que je voulais dire quand moi j'ai lu ton bouquin. Bon, justement, ça donne beaucoup plus d'étoffe psychologique ou d'étoffe en tout cas à tes personnages, quoi. Enfin, tu vois. Et je trouve que ça donne un dynamisme en fait au dialogue notamment. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pas parce que ça pourrait être un univers qui est aussi, tu vois, tu le dis. Alors, il est quand même très marqué ton univers. Tu vois, il y a de la BD, le ton, c'est Tarantino, l'univers, c'est les Dark Souls, c'est machin. Il pourrait être assez cadré, tu vois, assez calibré, assez référencé, assez machin. Mais en fait, dans les dialogues, il y a quand même une vivacité, il y a quand même un dynamisme, tu vois, qui est propre à tes personnages et qui justement permet, je sais pas, voilà, une énergie, tu vois, et qui est pas une énergie où on se dit, ah putain, alors c'est hyper calé dans la description ou dans l'action, et puis en fait c'est super vulgaire dans les dialogues. Moi, en tout cas, c'est pas du tout l'impression que j'ai eue quand j'ai lu le bouquin. Enfin, tu vois, en tout cas, si c'est un reproche qu'on t'a fait, moi, c'est pas du tout. Alors, le reproche, on me l'a fait avant que je retravaille le texte, ouais. parce que je pense que la personne qui m'avait fait ce reproche avait raison en me disant que c'était trop tiède. Et que justement, comme j'avais le cul entre deux chaises, j'osais pas en choisir une ou l'autre. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de vraiment faire un décalage entre le fond et la forme, et de l'assumer. Et de l'assumer, par exemple, quand Chef s'adresse au narrateur, tu vois. Je me suis dit, voilà, quitte à y aller, on va y aller, quoi, tu vois. Et puis, tant pis si je largue des gens en route.
bah, au moins je serais allé au bout de mon truc. Et je Mmh. pense que ça a été la meilleure chose qu'on m'ait reproché, Mmh. c'est d'être trop tiède. Donc Mmh. maintenant, bah, j'ai décidé de trancher plus. Et oui, alors ça reste quand même plus ou moins uniforme. Et puis bon, bah, je pense que Ducourte, il a relevé le point intéressant du truc, c'est que quoi qu'il se passe, il y a toujours Basile qui est là, Mmh. en fait, comme une espèce de balise, justement, Mmh. euh, qui donne un peu le ton général de la situation. Mmh. Quand Basile est bien, c'est que ça se passe bien. Quand Mmh. Basile est alarmé, c'est que la situation, elle est un petit peu tendue. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de cultiver un peu avec le décalage de chef qui est toujours un petit peu en retrait de la situation, qui est toujours un petit peu arrogant par rapport à ce qui se passe, et Basile qui lui est justement en train d'essayer de maintenir son patron dans la réalité justement, et l'empêcher de partir dans des trop grands discours ou de se friter avec tout le monde, parce que dès qu'il croise quelqu'un, je pense par exemple au début de l'épisode 2 quand il croise les Templiers pour la première fois, Mmh. qu'il leur dit que c'est des paysans, et que Basile il est là pour essayer Pour de temporiser, ouais. tempérer tout Mmh. ça, quoi. Ouais, Mmh. voilà. Mmh. Et Ouais. ça fait très ça me fait voilà, ça vient un petit peu de justement de Léonard le génie et de Rick et Morty, où il y a cette dynamique où Mmh. par exemple dans Rick et Morty, il y a le grand-père, il est complètement en roue libre, et Morty, le petit-fils, qui est quand même bon, c'est relatif, mais il est quand même là pour le tempérer comme Mmh. une sorte d'inhibiteur, bon, même s'il Mmh. inhibe pas grand-chose, mais Mmh. voilà. Et c'est ce que j'ai essayé de reproduire un petit peu, cette dynamique dans l'artisan. Mmh. Alors, il y a Ducourse qui dit Basile est là pour contrebalancer, l'équilibre est très bon. Vous me dit je dois lurker un peu d'âme. Ah bah écoute, vas-y, lurk, Vous, en tout cas, merci d'être passé. Kinès qui dit cocasse que Balise et Basile partagent les mêmes lettres. Et Ouais. Ducourse qui dit subconscient. Oui, mais c'est possible. Après, tu vois, je trouve que ce qu'il y a de très intéressant dans ton ouvrage aussi, c'est que ce rapport maître et disciple, il évolue. En fait, tu vois, tu aurais pu aussi te contenter d'avoir voilà, deux personnages, tu vois, qui évoluent, je sais pas, sur deux lignes parallèles, hein, tu vois, qui évoluent ensemble, mais de manière Ah bah alors, assez quel intérêt? homogène. Oui, quel intérêt, mais Quel intérêt je pense d'écrire qu'on un aurait livre si pu... personne ne change je- à la fin, quoi? Ouais, ouais. Et là, ce que je trouve assez intéressant, c'est que les deux, en fait, Basile, on est vraiment dans un roman d'initiation, tu vois, ou un roman Ouais. d'apprentissage. Et du coup, voilà, Basile apprend, il apprend de chef, il apprend de son, je sais pas, de son aplomb, enfin, tu vois, de sa lecture des autres, etc. Et puis en même temps, tu as un chef qui, par les expériences qu'il vit au cours des chapitres, alors j'ai pas envie de dire qu'il s'affaiblit ou qu'il s'amollit parce que c'est pas vrai, mais qui va chercher aussi un peu plus au fond de lui-même, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas, les personnages qu'il rencontre, etc., font que il gagne. En fait, c'est marrant parce que au début, ce personnage de l'artisan meurtrier, comme tu disais, il est pas très agréable, il est arrogant, il machin, il soigne ses scènes de début, il soigne ses scènes de fin. Enfin, tu vois, c'est aussi un personnage de théâtre, tu vois, il est un peu comme ça. Et en fait, à la fin, je trouve qu'il a à la fois gagné en complexité et il a gagné en, je sais pas, en sympathie, tu Ouais. vois, Bah, avec le lecteur, tu vois. Et je trouve que ce croisement-là, il est assez chouette, tu vois. alors je sais plus qui c'est qui a dit ça. Il me semble que c'est je pense que c'est Werber qui avait dit ça. Mm. Et en fait, il disait que la qualité d'un livre, la quantité de qualité d'un livre, elle résidait entre la quantité de différence qu'il y a entre le personnage du début Mm. et le personnage de la De fin. la fin. Tout ce Tout qu'il à a, fait. tout ce qu'il a évolué Mm. entre le début et la fin Mm. donne la qualité du livre. Mm. Alors bon, je suis assez d'accord avec ça, Mm. même si j'ai des problèmes avec Werber, je suis Mm. assez d'accord avec ça. Et c'est pour ça que je disais que l'artisan meurtrier, chef, c'est le héros, mais le personnage principal, au moins dans le volume 1, Mm. c'est Basile. Mm. C'est pour ça que je trouve ça vachement pratique d'avoir, alors déjà d'écrire sous forme de nouvelles, ça permet de développer plus les histoires, mais aussi les personnages. C'est pas coupé par chapitre, on peut prendre le temps de s'épancher un peu. Et voilà, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est cette dynamique qui fait que on va en avoir un qui va évoluer pas beaucoup, ou
moins que l'autre. Et il y en a un qui va vraiment, et puis il évolue pas de manière linéaire. Il y a des moments où il va être euphorique, des moments où il va être dépressif. Et je pense que c'est justement ça qui fait que c'est intéressant de voir d'où il est parti et où il est à la fin, quoi. Et c'est vraiment ce processus-là qui m'intéresse dans le principe du duo de héros, quoi. Mais en tout cas, voilà, dans ton texte, c'est très bien fait. Alors, Merci. j'ai pas parlé du genre, hein, si tu veux, on parle de dark fantasy depuis le début. Ouais. Donc le principe quand même de la dark fantasy, c'est quoi? C'est une ambiance. Alors la fantasy d'abord, c'est quoi? C'est du surnaturel, de l'imaginaire plus, de la magie et de l'anachronisme aussi, hein. Voilà, c'est les mots-clés, on va dire. Non, pas que. Oui, Dis-moi. oui. Alors, la fantasy, c'est très très large, mais en fait, dans le fantastique, c'est l'irruption. Le fantastique, c'est l'irruption de la magie dans le quotidien, par exemple. Voilà, il y a des gens qui disent que Harry Potter, c'est du fantastique, et d'autres qui disent que c'est de la fantasy. Alors, Harry Potter, quand il est dans le monde normal, c'est du fantastique, mais du moment que ça se passe à Poudlard, c'est de la fantasy, parce que la fantasy, en fait, c'est un univers inventé. Voilà. Un univers inventé. Alors, moi, je sais que, par exemple, dans mon univers, la Terre existe, notre monde existe, hein, puisque les héros y vont. Mais la fantasy, voilà, c'est du moment où ton univers, il est complètement inventé, à la Tolkien, à la Gemmel, à la Goodkind. Voilà, ça, c'est de la fantasy. Tu vas avoir de la fantasy héroïque, de la fantasy épique, enfin de l'héroïque fantasy comme on dit, donc avec de la light fantasy, tu vas avoir plein de déclinaisons en fonction de si tu utilises les elfes, les orques et les gobelins, les lutins, donc toutes les figures du folklore et de la fantasy classique. Tu vas être dans la light fantasy ou dans l'héroïque fantasy ou de la fantasy épique. Et après, quand tu pars un petit peu plus dans les travers, c'est-à-dire que tu peux quand même utiliser les elfes, etc. Mais en fait, c'est la dark fantasy, c'est de la fantasy épique ou héroïque, mais tout plus crade. C'est-à-dire que tout est plus sombre, les monstres sont plus moches, les méchants sont plus méchants, et les héros sont plus anti-héros. et paradoxalement, le manichéisme est réduit. Ouais. C'est-à-dire que par exemple dans le Seigneur des Anneaux, Sauron est très méchant, et Gandalf est très gentil. Ou Aragorn est très gentil. Dans le Sorceleur, par exemple, les monstres sont très méchants, mais le Sorceleur, il est pire, en fait. Donc c'est ça, en fait, le truc. C'est la Dark Fantasy, c'est que tu vas avoir moins de... Les méchants ne sont pas... Voilà, le mal n'est pas au même endroit. Et le mal n'est pas forcément un mal. C'est... Des fois, le mal, c'est oui, ça cool, fait quoi, partie du monde qui est créé. Ouais. Merci pour le follow, Thompson Code. Merci. Ils disent j'arrive en retard comme d'habitude. Ah bah écoute, ça c'est à Mathieu de décider. Hello Thompson. Est-ce qu'on le Théo là du coup pour arriver en retard? Non, on fera pas ça ici. Thompson, bienvenue. Non. Bon, bah merci Thompson d'être là. Merci beaucoup. Elle m'a dit 330 follow. Eh bah oui, ça va peut-être finir par être plus une chaîne de niche en fait. Oui, alors pour la dark fantasy, en fait, oui, tu disais l'ambiance est sombre. Moi, je lisais aussi, j'ai lu pas mal d'articles là-dessus, qu'il y a aussi des personnages qui sont plus travaillés en termes psychologiques, il y a des épreuves qui sont non surmontées, tu parlais de filiation, tu parlais d'hérédité, les héros s'aventurent aussi du côté de l'anti-héros, ça tue des mecs avec lesquels on s'attache pas forcément, le contexte est plus oppressant, les personnages sont plus noirs, sont plus violents, etc. Voilà, donc c'est le côté dark du truc, et donc forcément ça m'amène à mon autre question, comment on fait pour écrire la violence? On a parlé un peu des dialogues, tu vois, t'as dit, bah voilà, je m'inspire à la fois, j'essaie de faire des dialogues qui sont, comme je te disais tout à l'heure, plutôt riches, plutôt dynamiques, plutôt un peu sur l'humour, un peu sur l'ironie, un peu sur le tacle, enfin tu vois là, voilà, mais il y a quand même il y a très peu finalement de description, hein, dans ton texte, et pourtant l'univers est là, on y reviendra juste après. Et du coup, ma question, c'est comment on écrit la violence? C'est-à-dire, tu vois, on t'a reproché de faire un texte tiède au niveau des dialogues, enfin de pas trancher entre en fait deux univers qui peuvent paraître contradictoires. Donc là, la question, c'est comment on fait pour écrire la violence? C'est facile ou c'est voilà, parce que c'est quand même il y a un peu d'hémoglobine, hein, quand même dans l'artisan meurtrier. Il y a un peu d'hémoglobine. Il y a un peu d'hémoglobine, mais je pense qu'en fait la violence elle est là pour caractériser les personnages qui la subissent ou qui la voient, par exemple.
au tout début, quand Hannibal torture les deux pauvres mecs qui ont Mm. rien fait, Mm. et que les personnages sont là. Il est bien ce Ça début nous... d'ailleurs. Je trouve qu'il est très. Merci. Il te. Enfin, il est très bien. Il induit bien en Le- erreur dès le départ. Enfin, tu vois, c'est une espèce Bon, de bah, fausse piste dès le départ, quoi. Ouais. tu vas adorer le volume 2 alors. Ok, cool. Et, voilà, ça permet en fait, par la violence, donc de montrer comment réagit donc Hannibal, Mm. comment réagit Chef Mm. et comment réagit Basile. Mm. En fait, la violence, c'est toujours pour justifier. Alors, je parle pour moi. Tout ce que je dis, c'est pour mon cas perso. Hein. En aucun cas, c'est une valeur absolue. Enfin, voilà, je parle juste de ce que moi je sais et de ce que moi je fais. Mm. Mais ça ne veut pas dire que c'est la loi, hein, c'est la règle. Hein. Mais dans mon cas, quand j'écris de la violence, c'est toujours pour provoquer mes personnages, pour leur provoquer une réaction. Et quand je vois par exemple que dans cette scène au tout début du texte, quand Hannibal torture les deux pauvres mecs là, Mm. ça me permet en fait d'introduire le rapport à la violence de l'artisan meurtrier, Mm. qui est accoudé à la porte comme ça en train de regarder ce qui se passe, de Hannibal du coup qui est en train de torturer et qui fait ça comme si c'était son bon droit parce qu'ils lui ont pas dit la vérité alors qu'ils lui ont dit la vérité, et Basile qui assiste à ça Qu'il a et découvre. Ouais. qui enchaîne, qui va commencer à enchaîner les traumatismes. Mm. Et ce qui est intéressant, enfin dans mon cas toujours, ce que je trouve intéressant, c'est comment Basile réagit à la violence au début et comment il va y réagir plus tard. Mm. Parce que pour l'instant, la violence, il ne fait que la voir. Il ne l'a pas subie encore. Mm. Chef, c'est pareil. Chef, il assiste à la violence, mais pour l'instant, ils ne l'ont pas subie tous les deux. Mm. Ils ne font qu'y assister. Et en fait, la violence, ça permet de mettre en exergue les plus sombres côtés des êtres humains quand ils y sont confrontés ou quand ça les touche à eux, en fait. Donc, la violence à écrire, c'est pas compliqué. Il suffit de se choquer soi-même. Moi, je me dis, putain, ouais, moi, si je voyais ça dans la vraie vie, je serais choqué et je dormirais pas pendant 3 semaines. C'est bon, alors je le mets comme ça. Okay. Tu vois, par exemple, je parle vite fait de l'épisode numéro 3, quand ils sont sous la ville, avec la fameuse prêtresse Uma. Ça, c'est mon passage. Enfin, j'ai 2 passages préférés, mais celui-ci, il est absolument incroyable. Voilà. Et ce passage-là a été. J'ai pas mis de filtre en fait. Je me suis dit qu'est-ce qui serait le plus horrible, qu'est-ce qu'il pourrait trouver dedans de plus horrible, qu'est-ce qui moi me toucherait le plus en fait. Voilà. Du coup, je l'ai fait et je me suis pas posé de questions. Et c'est quand ils sont confrontés à ça que je me dis voilà, l'artisan meurtrier qui est quand même très froid, très placide. Même il y a des moments où même lui, il est obligé de réagir. Oui, quoi. il vibre. C'est là où on voit les... C'est le moment. Alors après, ça participe aussi de son passé. Je veux pas résumer le texte et je veux pas parler de la fin et je veux pas. Voilà, mais ça part. Ça donne des indices. Ça donne des indices aussi sur sa maîtrise ou non, voilà, justement, de la violence et de ce qui se passe. Il y a du coup ce qui dit plus sain. Ouais. Alors moi, j'avoue que tu vois, j'étais prise dans le bouquin, etc. Mais ça, c'est vraiment le passage que je me suis arrêtée dessus et je l'ai relu, tu vois, parce que je me suis dit, putain, ça c'est en plus, au-delà du fait que c'est dark et en effet, c'est dans les tréfonds, c'est underground et tout ça, enfin, tu vois, c'est sans doute le passage que je me suis le plus représenté, tu vois, je sais pas, au cinéma, enfin, que j'ai le plus visualisé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, ce moment-là avec ce perso, enfin bon, voilà, ok. Et donc oui, d'accord. Donc là, ce passage, il a été écrit en 2011. Ok. Tu vois ? Ouais. Et, bon, il a été remis au goût du jour, mais à la base, il a été écrit en 2011 et fini en 2012. Okay. Ça a été un des premiers trucs que j'ai écrit. Que tu as écrit, ouais. Et que j'ai traîné et qui est ressorti 10 ans plus tard, chaud, hein. un petit peu modifié. Et voilà, donc tu vois, quand je te parle de vomir ce que t'as, il faut le vomir. Faut pas. J'ai édulcoré parce que c'était beaucoup plus violent à la base et ça devenait débile, ça devenait stupide en fait. Donc là, je pense avoir trouvé avoir mis le curseur au bon endroit. Mais oui, cette scène, par exemple, elle est très violente et elle permet de faire ressortir les vraies failles et les vraies personnalités de tous les personnages qui la subissent ou qui y assistent. Ouais, c'est une vraie épreuve. C'est une vraie épreuve, quoi, narrative, quoi. Maintenant, peut-être qu'on peut venir
Alors si, bon, je l'avais pas. Bon, je sais que tu as la réponse, même si je te l'avais pas donnée avant cette question, mais est-ce que tu peux quand même nous parler de la croisée des mondes? Parce que en fait, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on suit donc deux personnages qui s'appellent donc Chef, l'artisan meurtrier, et Basile. On a parlé de ce duo, ensemble là depuis tout à l'heure. Ils sont donc Chef est un chasseur de primes. Alors je vais pas dire sur la fin, mais en tout cas voilà, assez mature pour envisager peut-être à un moment donné de faire autre chose. Et il récupère de manière un peu fortuite ce jeune acolyte qui s'appelle Basile et qui, si je caricature, vient de se faire virer de son école de magie, enfin néantique, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, si on peut résumer Oui, les c'est choses ça. comme ça. Et donc, comme tout chasseur de primes, ils vont, on va dire, aller de contrat en contrat pour, dans le monde que tu as créé, qui était un multiverse, qui vont crapahuter à travers des transferts néantiques, dont des portails. Ils vont aller de monde en monde et de... Tu dis un vrai loser comme on les aime, ouais, c'est ça, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un aspect un petit peu anti-héros. Ils vont aller de monde en monde et d'espace en espace et de zone en zone, je ne sais même pas comment dire ça, de ville en ville et d'univers en univers pour accomplir en quelque sorte leur contrat. L'avantage étant que nous, ce duo est le fil directeur quand même de la lecture. Et puis on a quand même des personnages qui viennent traverser les épisodes dont on parlait tout à l'heure. Et ce que je voulais dire donc, c'est que cette histoire-là, tu as décidé aussi d'en faire de l'implanter ou de le... Je sais pas comment dire ça, de choisir un pôle spécifique de référence qui est la croisée des mondes. Et est-ce que tu pourrais nous dire, alors on a plusieurs, tu vois, il y a Vilgard, il y a Ravine, etc. Enfin, je reviens pas sur tous ces espaces que tu as créés et dans lesquels gravitent les personnages, mais est-ce que la croisée des mondes, tu peux nous en parler, parce que c'est quand même le je sais pas comment dire ça, à la fois la finalité, enfin la base et la finalité, enfin l'origine et la finalité, en fait, c'est ça, c'est le début et la fin, en fait, la croisée des mondes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est exactement, oui, bien sûr, c'est exactement ce que tu dis, c'est que c'est le début et la fin. La croisée des mondes, en fait, alors, si tu as lu le dossier de presse, j'en parle. Je dis que la croisée des mondes, c'est, quand on était petit, on a tous à un moment fait une cabane avec des oreillers dans notre chambre ou dans le salon. On s'est créé des petits cocons où, moi je lisais des BD, mais voilà. Ou alors, quand tu bois un chocolat chaud devant un film de Noël que t'aimes bien, tu vois. C'est ça la croisée des mondes, en fait. Voilà, la croisée des mondes, à moi, on va dire, c'est une sorte de refuge. Et, alors évidemment, c'est plein de symboles différents, mais déjà la croisée des mondes, c'est un croisement de plusieurs choses, et au niveau de ma créativité, ça me permet de faire ce que je veux. Ça a été imaginé comme ça, c'est-à-dire que la croisée des mondes, je peux tout justifier avec. C'est-à-dire que s'ils se retrouvent sur Terre, oui, pourquoi pas. La Terre est reliée à la croisée des mondes. Il peut se passer plein de choses. Et le truc qu'il y a, c'est que c'est un ancien... C'est l'espace des possibles. C'est l'espace des possibles. C'est l'espace des possibles, mais c'est surtout que c'est chargé en histoire parce que c'est quelque chose qui a été créé par une ancienne civilisation. On ne sait pas par qui, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas d'où ça vient. On sait juste à peu près comment ça marche, comment on l'approvisionne en eau, comment marche la ventilation, si je puis dire. Dans la ventilation, on apprendra ça plus tard. Dans le volume 1, on sait comment l'eau, ça marche. Voilà, c'est un caillou entouré de glace qui dérive dans l'espace en tournant autour d'une comète. Voilà. Ça, c'est la croisée des mondes. Et c'est une ville qui a été construite forcément par quelqu'un, par quelque chose. On ne sait pas trop quand. Facilité scénaristique. Oui et non. Alors oui et non. Des fois, tu te dis... Je trouve que le chat pose des questions encore pires que les miennes. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est vachement intéressant. Oui, tout à fait. Intéressant parce que je suis le premier ce que Woom est en train de dire, c'est qu'en fait, c'est l'espèce de truc romanesque qui arrive paf comme ça et qui te permet en effet de justifier. Le truc qu'il y a, c'est que, comme tu disais, la croisée des mondes, c'est le début et la fin. Et ce qui va être intéressant, parce que c'est quand même le fil rouge au travers des textes, ça va être de découvrir ce que c'est
et bah, quel est son but, d'où ça vient, où ça va, tout ça, quoi. Mmh. Et oui, c'est une énorme facilité, c'est une énorme facilité. Oui et non, c'est quelque chose qui te permet de faire plein de choses. Mmh. Maintenant, ça peut vite aussi devenir n'importe Oui, quoi. il faut C'est-à-dire que l'exploiter. Ouais, tout à fait. Il ça faut en faire permet de quelque faire plein de chose de choses, mais ça peut pas tout justifier non plus, quoi. Ça mmh. peut justifier beaucoup, mais pas tout. Mmh. Moi, il y a un truc, tu vois, qui m'horripile, par exemple, c'est, j'en ai déjà parlé sur mes streams ou même avec vous, je crois, c'est que, par exemple, tu prends, je sais pas moi, Hulk. Hulk, il est là, il est en train de galérer à repousser une Jeep, tu vois. Il est en forme de Hulk et tout. Il se fait rentrer dedans par une Jeep, il galère, machin et tout. Et le film d'après, il a une Jeep dans chaque main et il s'en sert de gant de boxe. Mmh. Elle est où la logique là-dedans? Il est où comment ça marche? Mmh. Un coup, il est super fort, il tue tout le monde, voilà. Et l'épisode d'après, il galère contre un bureaucrate chétif avec un canif, tu vois. Voilà. Et moi, ça, c'est un truc qui me gonfle. Et la croisée des mondes, en fait, c'est un petit peu c'est un petit peu mon fil d'Ariane, ma ligne directrice, tu vois. Mmh. Et c'est je reste toujours plus ou moins autour. Ça m'évite que mes personnages partent n'importe où, tu vois. Donc c'est ça la croisée des mondes. C'est le point de départ, le point d'arrivée, c'est le centre de la toile d'araignée, en fait. Mmh. Et c'est ce que l'artisan meurtrier va chercher aussi à conserver. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, alors il y a Dante qui dit: «Si jamais je repose la question de tout à l'heure, vu que ça me semble être un meilleur moment, l'artisan meurtrier, ça a commencé comme une histoire ou comme...» Oui, excuse-moi Dante, c'est vrai que tu l'as Ah posé oui, tout à l'heure la question, je suis désolée. Oh, pardon. excellente question. On était pris dans le... Oui, c'était l'œuf ou la poule, même tu as dit tout à l'heure, en effet, je suis désolée, j'ai J'ai pas pas... fait gaffe. ouais, c'était Alors, tout au début, tout au début. Je suis désolée, Dante. C'est les joies de la... je vais Ouais, répondre, non, non, je vais pardon, répondre tout pardon. de suite. Mais ouais, voilà, histoire ou univers, ouais, Alors, ouais, à pardon. la base, l'artisan meurtrier, c'était une petite nouvelle qui Mm, avait été écrite pour un concours de nouvelles. mm, Et bon, je me suis fait jeter, hein. Spoiler, ça n'a pas marché. Et en fait, j'avais écrit l'histoire de Chef et Basile, ils étaient déjà tels quels. C'est l'épisode 1, en fait, du bouquin. Bon, ça a été retravaillé depuis, mais c'était l'histoire de deux chasseurs de primes, donc Chef et Basile, déjà dans l'état où ils sont mm, actuellement, mm, qui se retrouvaient perdus parce que Basile il avait merdé le transport. Du coup, ils se retrouvaient au milieu de la pampa et puis l'histoire elle commençait comme ça. Et ce concours c'était en 2017 quand j'ai fait l'artisan meurtrier. Quand je suis rentré en fait, mon grand-père est mort en mai. On l'a enterré en mai du coup. Je suis rentré et le concours c'était le fin juin. Donc, quand je suis rentré en mai, le 1er juin, j'ai commencé l'artisan meurtrier. Et le 30 juin, je l'ai envoyé, la première nouvelle donc de l'artisan meurtrier, je l'ai envoyé à l'époque, c'était la maison d'édition Mots et Légendes, qui existe toujours d'ailleurs. mm, Je leur avais envoyé ça, c'était pour une anthologie, je crois. Bon, ça n'avait pas été gardé. Mais en fait, quand j'ai écrit l'artisan meurtrier, je savais que tout ce que j'avais écrit avant, c'était parti au rebut. Et je savais que l'artisan meurtrier, c'était tabula rasa, tu vois, table rase du passé. Et c'était ce duo de héros allait devenir mon duo de héros. mm, Et de cette nouvelle, j'ai commencé à créer une deuxième nouvelle et une troisième et à sédimenter l'univers autour de ces nouvelles avec la musique. J'ai commencé à avoir les premiers dessins, etc. Quoi. mm. Donc ça a commencé par une nouvelle en juin 2017 et depuis ça a grossi. Voilà, et l'univers. Et puis ce qui est bien, c'est que, comme je disais tout à l'heure, la croisée des mondes, l'univers appelle d'autres histoires, ces histoires font grossir l'univers, qui appellent d'autres histoires. C'est pour ça que je me suis permis la dernière fois sur ma chaîne Twitch de lancer ces fameuses histoires que tu peux acheter. Tu vois, du court, il avait envie de savoir un petit truc, bah hop, C'est une je super idée, pouvais. ça. Et c'est vachement stimulant. Alors, Bien sûr. ça, je sais pas s'il y a des gens qui écrivent dans le chat, machin ou quoi, ou même toi, mais écrire avec des contraintes, Mm, je pense que c'est les meilleurs exercices. mm, Et là, quand j'ai lancé ça, que du coup, m'a demandé la première, je me suis dit, putain, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, quoi. mm. Et du coup, j'en ai d'autres à écrire maintenant. Bon, par contre, là, je suis un peu sec parce que je suis en train de terminer le roman numéro 2, le deuxième volume de l'artisan meurtrier, le jeu vidéo et tout. Mais ouais, et en plus, les gens, ils ont toujours des idées farfelues. Parce qu'ils essayent, je pense qu'inconsciemment, les gens, ils veulent te mettre en échec un peu, tu sais. Dire, ah ouais, bah vas-y, écris là-dessus. Et en fait, c'est tout le contraire qui se produit. Tu te régales, tu vois. Donc, ouais, ça, c'est super cool.
À quand l'artisan meurtrier cinématique universe? Bah, je sais pas, là, quand tu veux. Mm. Donc, Tu as mis en avant là quelque chose qui m'amène à JDR. à ma prochaine question sur le fait que tu as choisi aussi de faire un livre, j'appelle ça un livre complet. Alors on parle en effet de transmédialité, etc. Enfin voilà, mais tu as fait un livre complet en fait, hein. Donc là, on va pas, tu vois, il est déjà 10h15. Comme j'ai encore quelques questions à te poser, on passera pas d'extrait. Mais tu vois, comme je disais, tu as fait un livre complet. Il y a une version audio de ton livre sur YouTube. Qu'est-ce qui fait que tu décides à un moment donné que ton livre doit excéder le livre? Tu vois ce que je veux dire? Ou doit aller au-delà, en fait. Tu vois, cette mise en musique, pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte de plus au texte, selon toi? Alors, on parlait tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. Mm. Et ben, en fait, je pense que j'ai voulu compenser mes lacunes d'écriture Mm. en proposant quelque chose d'un petit peu plus que le bouquin. Mm. Donc voilà, c'est juste au début, c'était juste un enrobage, histoire de, par exemple, quand j'envoyais le texte dans des maisons d'édition, ben, j'envoyais un petit dessin avec pour montrer que il y avait déjà un pseudo background, tu vois. Mm. Et en fait, je me suis aperçu que l'artisan meurtrier, pour moi, c'était devenu plus qu'un simple texte, Mm. parce que ça faisait 10 ans que je ruminais, enfin ça faisait 2011, 2000, ça faisait 6 ans que je ruminais en fait mon style d'écriture et que je trouvais pas de héros vraiment qui me représentait comme je le voulais. Mm. Et là, une fois que j'ai trouvé ce couple, ce duo de héros, je me suis dit qu'ils méritaient. Je me suis dit, je serai all-in. Je n'écrirai que ça, que sur eux. Je all-in. Je mets tout dedans. Mm. Et tout dedans, pour moi, c'était mon temps libre. Je faisais un peu de guitare. Je faisais de la guitare pour l'artisan meurtrier. Mm. J'avais quelqu'un que je connaissais qui voulait faire un dessin. Il faisait un dessin pour l'artisan meurtrier. D'ailleurs, tu vois là-haut, t'as un des personnages, c'est Lardon. Bon, on le voit pas bien là, mais J'adore Lardon. J'aimerais avoir un voilà. Lardon. Voilà. Là où il y a Lardon, là dans ma bibliothèque, j'ai des dessins. Par contre, je veux plus du tout que tu fasses mourir d'animaux dans tes prochains ouvrages, hein, s'il te plaît. On verra. Ouais. Ok. Est-ce que tu connais la spécialité culinaire de la Croisée des Mondes? Tu en parles dans le bouquin ou pas? Est-ce que je dois m'en souvenir? Tu te souviendras de ça. Oui, tu te souviendras de cette question que je t'ai posée. Okay. Si jamais tu lis l'artisan meurtrier volume 2. La spécialité je vais culinaire lire, de la Croisée des Mondes. D'accord, ok. Bon, et ben, tu t'en souviendras, tu verras. Du coup, on se dit c'est pas gagné. Ok, bon, je veux pas savoir. Donc, ouais, si, enfin, ok, très bien. Il y a beaucoup de gens qui sont plus attristés par les morts d'animaux. Mais moi, c'est un truc de fou. Mais moi, tu peux faire crever le nombre un nombre de gens incroyable dans ton bouquin avec des carreaux d'arbalète comme tu veux dans tous les sens, par tous les trous. Enfin, tu vois, ça m'indiffère. Quand Meko est derrière le... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je vais pas spoiler, mais non, ça, c'est pas possible. Je le vis très mal. Tu vas adorer l'artisan meurtrier volume 2 alors. Ah putain, il y a le Mamad qui dit moi ça a toujours été. Ah ouais, c'est vrai. Non, enfin, tu peux faire mourir tout. Salut chaperonnet, bienvenue, salut. Ouais. Bienvenue. Ouais, pas les animaux. Ouais, enfin franchement, les êtres humains, tout ce que tu veux, les bêtes, c'est non. Mais oui, j'ai bien aimé ce petit Lardon aussi, ça m'a beaucoup plu. J'enchaîne avec une question sur l'édition. Parce que justement, tu as parlé de correctrice, tout à l'heure, tu as parlé d'édition, tu as parlé de nouvelles qui arrivent pour des concours, et puis ça fonctionne pas, et puis tu continues. Enfin, moi, j'admire ta ténacité aussi, hein, par rapport à tout ce que tu nous racontes, et qui prouve bien que l'écriture, c'est pas à partir du moment où tu décides que ça soit autre chose que des notes dans un carnet. Ça reste quand même pour certains un parcours du combattant. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'édition. Tu vois comment ça s'est passé? C'est une édition à compte d'auteur? Tu vois, comment ça se passe? Ou c'est une maison d'édition en tant que telle? Comment ça se passe? C'est marrant que tu dises que tu parles de ça, parce que je viens de me faire refuser une subvention pour mon jeu vidéo là. D'ailleurs, si je prononce les mots CNC, je pense que le chat va s'animer. Alors moi, j'ai toujours été refusé à peu près partout avec ce texte. Il y a personne qui en voulait. Bon voilà. Et puis finalement, voilà. Ouais, je vois. Donc finalement... Moi, je sais pas ce que c'est CNC, j'ai le droit de... on en parlera après. Ouais, d'accord, ok. On parlera de jeux vidéo, t'inquiète pas. Ouais.
Et en fait, j'ai reçu mes premiers retours négatifs et dans le lot, il y a eu des retours qui étaient plus ou moins argumentés, où on me disait que, bah, voilà, ça c'était pas assez développé, ça c'était pas assez bien, machin et tout. Donc j'ai décidé de prendre en compte ces retours, de retravailler mon texte et j'ai été accepté par une première maison d'édition. Ça s'est pas fait parce que la maison d'édition, elle a capoté, avant d'être montée et j'ai été accepté une deuxième fois par un éditeur lorrain et il me disait oui, bah alors moi je veux bien t'éditer, mais je le ferai qu'en numérique, je le ferai pas en papier. Et je lui dis je sais pas pourquoi. Il me dit ouais, parce que pour plein de raisons. Et puis il lit mon texte, donc il a accepté de l'éditer et il m'envoie les corrections de la première nouvelle et il me dit bon ben voilà, il faudrait changer ça, faudrait changer ça, faudrait changer ça. Et je regarde, en fait, il voulait que je transforme l'artisan meurtrier, donc chef, en une sorte de Sherlock Holmes, tu vois. Que j'enlève la grossièreté et que je le remplace que par des expressions désuètes, comme un Sherlock Holmes. Et je lui dis, mais si je voulais, enfin, je veux pas écrire Sherlock Holmes. Si je veux lire Sherlock Holmes, ben, je lis Sherlock Holmes, tu vois. Et en fait, j'ai fait les modifications comme il me les a demandé. J'ai envoyé mon texte et pendant 48 heures, j'ai pas dormi. Je disais à ma femme, je fais écoute, il m'a accepté, c'est pas moi, mais c'est pas mon texte, c'est pas ça. moi. Ouais. Alors je l'ai rappelé, j'ai renvoyé un mail le dimanche soir, j'ai dit merci mais non merci. Et puis j'ai décidé, je dis allez c'est bon, bah, qu'ils aillent paître. Je me suis démerdé et j'ai pris une correctrice pro et on a refait le travail, etc. Et j'ai décidé de partir en auto-édition. Donc c'est pas du compte d'auteur. Enfin, oui, alors oui, c'est une ignorance de ma part. Hein. La question que je pose, c'est vraiment c'est que j'y connais rien. On va pas faire le débat maintenant parce qu'il y en a pour des jours, mais maison d'édition à compte d'éditeur, la maison d'édition, elle prend tout en compte. Donc souvent, elle demande des modifications sur le texte, mais c'est elle qui s'occupe des corrections, des couvertures, du marketing, etc. Et elle te reverse 10%, entre 5 et 10% des droits d'auteur. Voilà. Maison d'édition à compte d'auteur, c'est pareil, sauf que la maison d'édition, elle paye pour rien. C'est toi qui payes tout. La correction, voilà, c'est toi qui te payes tout. Et en général, la maison d'édition, elle a quand même un réseau de distribution. C'est pas tout le temps vrai, mais voilà. Donc, maison d'édition à compte d'auteur, fuyez. Cherchez pas, fuyez. Et après, il y a l'auto-édition. À compte d'édition, à compte d'éditeur, à compte d'auteur et l'auto-édition. Et l'auto-édition. Okay. L'auto-édition, c'est-à-dire que tu te débrouilles pour tout. C'est toi qui fais tout seul. Donc tu corriges tout seul, tu te publies tout seul, tu fais le livre tout seul, tu choisis tes papiers, tu choisis ton éditeur, ton imprimeur. Voilà. Moi, je suis passé en auto-édition pour la raison principale, c'est que bah, comme tu as pu le voir, comme je veux tout maîtriser, comme je fais le livre audio, comme je machin, bah, pour une question de contrôle principalement, quoi. Donc, et puis ça me convient parce que ça me permet de garder 100% de mes droits d'auteur. Donc quand je vends un livre, je garde tout l'argent, tu vois. Parce qu'il faut pas négliger ce côté-là aussi. Écrire, c'est cool. Mais moi qui essaye d'en vivre maintenant, il faut que je le vende, et puis il faut que je fasse des marges, et puis voilà. Donc je suis passé en auto-édition, oui, parce que j'ai pas trouvé mon bonheur ailleurs, quoi. Il y a Chaperoneuil qui dit pour la très grande majorité des auteurs, c'est la croix et la bannière. Oui, tout est fait. Alors moi, c'est une question que je pose parce que je suis, parce que voilà, je sais pas mon cas, j'écris pas, je publie pas, etc. Mais en effet, c'est une question que j'ai pas posée à mes invités entre guillemets parce que eux ils avaient jusqu'à présent, enfin ceux que j'ai interviewés étaient à compte d'édition. Tu dis si tu trouves du coup te dis si tu trouves un éditeur réglo, est-ce que tu réfléchis quand même? Bah oui, comme dans n'importe quelle relation de travail, si quelqu'un arrive et qui me permet de faire ce que je fais mieux, oui. Mais pour l'instant, à part te prendre 90% de tes droits et pas vendre beaucoup plus, voire rien du tout, c'est compliqué. Mais oui, si je trouve quelqu'un qui arrive demain et qui me dit, écoute, je t'édite, je te fais faire des salons tous les week-ends et je te donne des avaloirs sur tes prochains textes, machin et tout, oui, évidemment que j'y vais. Parce qu'après, il y a le problème de la crédibilité aussi. C'est que quelqu'un qui est dans une maison d'édition à compte d'éditeur, mais il n'a pas à se justifier, à essayer de justifier qu'il est écrivain. Il est considéré comme écrivain parce qu'il est édité par une maison d'édition. Alors que quelqu'un qui passe comme moi par l'auto-édition, on pourrait, à juste titre, douter de sa légitimité en disant mais ça c'est un mec, il a écrit sa daube dans son coin et il s'est démerdé et ça vaut rien, tu vois. Ce qui arrive, parce que il y a des livres auto-édités qui sont pas bons. Mais bon,
Après, c'est deux modes c'est deux façons d'exister différentes. Il y en a une qui est très compliquée, très fermée, très réservée, très élitiste, et où il faut forcément rentrer dans un moule. Et il y en a une qui est un peu plus libre, mais qui souffre un petit peu de sa mauvaise publicité, quoi, pour l'instant. Bah, tu vois, à tel point Voilà. que moi, je savais même pas comment les choses se passaient. Et du coup, le volume 2, il va être aussi en auto-édition. Ah oui, bien sûr. Ok, d'accord. Tu as publié en 2022 l'Odyssée de Youssef, que j'ai pas lu. Moi, j'ai lu L'Artisan meurtrier, mais j'ai pas lu l'Odyssée de Youssef. Ma question porte quand même sur le fait que l'Odyssée de Youssef, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même étroitement en lien. Alors, il y a Wompar donc qui dit c'est quand même compliqué l'auto-édition, donc un certain tri est quand même fait. Ben non, c'est un peu pour ça que l'auto-édition, elle souffre d'une mauvaise presse. C'est que tu peux, alors moins maintenant, mais tu peux quand même éditer à peu près tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui fait que des fois, tu vas te retrouver sur la même étagère que des mecs qui ont écrit des trucs sans queue ni tête, quoi. Et j'ai lu, par exemple, des dinoporn, c'est-à-dire des romances porno avec des dinosaures, tu vois. Donc voilà. Dinoporn, ça existe ça? Ah oui. Mais c'est incroyable. Non mais moi, franchement, je vis sur une autre planète, je pense. Il y a même des gens qui écrivent porno. des textes. Oh, c'est incroyable. Des romances porno avec des dinosaures, des aliens, avec le Covid. Il y a même une nana qui a écrit un livre où les gens couchent avec le Covid. L'auto-édition, c'est fabuleux. Donc voilà, joue-moi du piano raptor. Je vis sur une autre planète. Je te joue du piano raptor. Ouais, non mais laisse tomber. Avec ou sans culotte, pardon, excuse-moi. Thompson. Non mais franchement, non mais c'est... je vis... S'il y a bien un truc que je vais retenir de cette interview, c'est de dire... Alors je recadre les choses. Non, je recadre pas. Non mais en tout cas, je ne savais pas que ça existait. En fait, du coup, j'essaye de reposer une question. Ah, Cro! Ah ben Cro, il est encore là, tu vois. J'ai failli m'étouffer avec mon verre d'eau. Bah déjà, pourquoi tu bois un verre d'eau? Bon, c'est la première question. C'est pas avec le dinosaure. Ouais, c'est ça. Oh putain. Non, chut. Non, alors en fait, moi j'ai quand même une question. Pas sur le dinoporn, mais finalement le problème de l'auto-édition, c'est pas l'auto-édition, c'est comment le lecteur se retrouve là-dedans. Tu vois? C'est ça. Parce que là, tu as réussi quand même à créer ta communauté sur Twitch, sur Instagram, etc., qui fait que les gens, ils te lisent, ils approuvent ton bouquin, ils le valident, ils le cautionnent, ils en font la pub, etc. Mais le problème si tu veux, je dis n'importe quoi. Quand tu es édité à compte d'édition, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, bon, bah voilà, c'est publié chez, je dis n'importe quoi, je dis Gallimard parce que c'est le premier nom qui me vient, voilà. Donc, du coup, c'est qu'il y a une certaine validité ou une certaine valeur parce que la maison d'édition fait ça. Mais en fait, le problème de l'auto-édition, c'est que c'est au lecteur de faire le boulot. C'est ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si tu faisais pas tout ce boulot de promotion, en fait, de publicité, de mise en avant sur Twitch et ailleurs, en fait, on saurait jamais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, le lecteur serait complètement paumé dans une multiplicité de bouquins publiés entre la romance porno avec des dinosaures et puis l'artisan meurtrier, quoi. Faut que j'aille voir ça quand même. C'est le problème qu'on a un petit peu sur Amazon, par exemple, c'est que t'es sur les mêmes étagères que tous les trucs un peu chelous, quoi. Donc après, c'est vrai que c'est pour ça aussi que l'univers est intéressant. Non, je suis désolée parce que ça s'agite dans le chat là. Ça s'agite dans le chat. Ouais, le tripode Ceratops. Moi, j'aime bien le tripode Ceratops. J'aime bien ça, Mamat. Covid versus dinosaure, un amour interdit. Ouais, j'ai des images au secours. Ouais, c'est clair. Moi aussi, j'en ai plein. Ouais, vous irez voir. Je pense que je vais chercher le bouquin quand même. Bon, bref, mais c'est sur la même étagère que ce genre de choses. Donc après, il faut se démarquer, mais de manière positive, quoi. Voilà. Covidosaurus, ouais, c'est pas mal. Ça manque de tripote dans le Covidosaurus. On va trouver un truc. Tripote-moi le Covidosaurus. Non, ça peut. Bon, bref, on change le. Ok. Alors, j'étais sur l'Odyssée de Youssef. Donc, je te disais, ce qui m'intéresse, c'est parce que tu as écrit ça. Donc, c'est clairement en lien. Donc, c'est sorti l'année d'après, donc en 2022, c'est ça. Donc, celui-ci, tu mets pas 10 ans à l'écrire. C'est autant la mise en écriture jusqu'à, on va dire, la publication de l'artisan meurtrier, ça met du temps. Autant l'Odyssée de Youssef, ça met moins de temps, visiblement. Alors, ça a été... C'est du recyclage, comme tu disais tout à l'heure. Alors déjà, il a été commencé en novembre 2018, l'Odyssée de Youssef. J'ai écrit plus ou moins les deux en même temps. Enfin voilà, j'écris souvent plusieurs choses en même temps. Et l'Odyssée de Youssef, ça a commencé exactement de la même manière que l'artisan meurtrier, c'est-à-dire que c'était une petite nouvelle pour un concours de la Saint-Valentin. L'Odyssée de Youssef, en fait, c'est un livre que j'écris pour ma femme, c'est ma vision de l'amour, en fait. Ok ?
Ce qui est marrant parce qu'elle l'a pas lu encore, mais bon, bref. Et en fait, je suis parti pour l'Odyssée c'est le même univers, mais c'est un autre personnage, à un autre endroit, à un autre moment. Mais il est intimement lié à l'artisan meurtrier, et plus on va avancer dans l'artisan meurtrier, plus la lecture de l'Odyssée de Youssef sera intéressante. Elle sera jamais obligatoire, mais elle va quand même apporter énormément. Elle va apporter énormément au lore, notamment sur la place des femmes dans la société, la technologie liée à tout ce qui va être les manipulations corporelles. J'aime bien tout ce qui est un petit peu Cronenberg, un petit peu déformation du corps, les greffes, les amputations, Ouais, l'humain augmenté, ouais, c'est ça. Voilà, l'épisode 3 dans l'artisan meurtrier, par exemple, avec toujours la fameuse prêtresse, et dans l'Odyssée de Youssef, c'est central en fait dans le texte. Donc il y a plusieurs thèmes qui sont effleurés dans l'artisan meurtrier qui sont centrales dans l'Odyssée. C'est un spin-off, tout à fait. Et c'est ce qu'il dit Ducourt, merci, c'est que l'Odyssée de Youssef, c'est un texte que j'ai écrit à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence par la fin, quand Youssef a 21 ans, et puis on remonte dans le temps et on comprend pourquoi il est là et pourquoi il fait ce qu'il fait en revenant dans le passé, en fait. Et moi, je peux le pitcher rapidement, si tu veux, ou... Ah bah bien sûr. Tu fais ce que tu veux. Il y a Mamad qui dit amateur de body horror alors. Ouais, body horror, ouais, tout à fait. Surtout dans la suite de l'artisan meurtrier, le body horror, c'est un petit peu... central, voilà. Ça va être la technologie, en fait. Je vais expliquer un peu la technologie. L'artisan meurtrier, il a des yeux, des prothèses organo-mécaniques, c'est-à-dire qu'il a des prothèses qui sont mi-mécaniques, mi-organiques. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de l'intrigue de la suite qui tourne autour de ça. L'Odyssée de Youssef, c'est l'histoire d'un soldat, un jeune homme, un soldat, qui a 21 ans au début du texte. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est enfermé à l'extérieur d'une ville, mais au milieu d'un désert. Donc il peut ni rentrer dans la ville, ni s'enfuir parce qu'il est dans le désert, quoi. Et en fait, son but dans la vie, à ce garçon, à lui et à d'autres, ça va être de gagner l'intérieur de la cité et de conquérir donc la cité et la princesse qui s'y trouve. Donc, pour ce faire, il va avoir recours à tout un tas de stratagèmes, et on va comprendre pourquoi il est là et pourquoi il fait ce qu'il fait et pourquoi cette princesse, pourquoi le désert, pourquoi tout ça, en remontant dans son passé. Donc on commence quand il a 21 ans, puis quand il a 17 ans, puis quand il a 12 ans, puis quand il est enfant, quand il a 5 ans. Et voilà, l'intérêt de cette histoire, c'est qu'on a toutes les clés dès le début et qu'on les décode en fait à l'envers, en remontant dans son passé. Voilà. Et ce texte, il complète bien l'artisan meurtrier, donc on peut le lire avant ou après, mais il explique beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnages qui sont dans celui-là et qu'on recroise dans l'artisan, et voilà. Ça permet d'étendre l'univers. Et pourquoi il est sorti un an après l'artisan meurtrier? Déjà parce que j'avais commencé à l'écrire en 2018, et aussi et surtout parce que j'avais un salon littéraire au cours duquel j'ai dédicacé à côté de Bernard Werber, Cédric Cyr, Estelle Faye, enfin des grands noms, quoi. Faye, ouais. Et il me fallait absolument un deuxième bouquin pour pas paraître pour un guignol. C'est pour ça qu'il a été un petit peu... Bon, il a pas été vraiment pressé, parce que moi je me presse pas. S'il n'avait pas été prêt, je l'aurais pas sorti. Mais voilà, c'était l'occasion d'élargir mon univers, parce que j'allais rencontrer des gens et que je voulais avoir... Trop bien. Plusieurs cordes à mon arc. Voilà. Ok, cool. J'ai hâte de lire celui-là aussi. Alors, on va enchaîner sur la fin de cette émission, et c'est en fait la troisième partie. Et la troisième partie va porter en fait sur deux choses. Donc d'abord, on va parler du jeu vidéo que tu es en train de préparer. Donc là, je vais passer la bande-annonce. Alors, paf, je change... Ah non, je me suis complètement gourée. Je change overlay. Paf, paf. Ça fait beaucoup de paf, je suis d'accord avec vous. Normalement, là, c'est bon. Là, c'est bon. Est-ce que j'ai du son? Normalement, j'ai du son. On y va. Donc là, je mets la bande-annonce de ta chaîne, d'accord? C'est ça. Et qui va nous permettre de voir un petit peu et qui va nous servir de base pour que tu puisses nous commenter un petit peu ce qui se passe dans ton jeu vidéo.
Alors, commente-nous ce qu'on a vu et ce qui se passe. Alors, c'est l'ancien prototype que j'avais fait que j'avais réalisé avec l'ancien développeur avec lequel je travaillais. Mhm. Bon, après, le jeu vidéo, en fait, c'est un énorme clin d'œil. Alors, depuis quand... Ah merde, attends, j'ai pas Oui. coupé Twitch. Ça craint du boudin. Voilà, c'est bon. Alors, raconte-nous déjà à partir de quand naît cette idée du jeu vidéo. Est-ce que c'est en parallèle de l'artisan meurtrier? Est-ce que ça vient après? Enfin, chronologiquement, comment ça se passe? Alors, ça a toujours été plus ou moins là. Ouais. Ça a toujours été plus ou moins là. Ça s'est précisé à un moment parce que j'ai eu l'opportunité de le faire, mais ça a toujours été plus ou moins là. J'ai demandé à des gens s'ils voulaient participer. J'ai cherché des illustrateurs, et j'ai trouvé personne. Du coup, j'ai dit, comme pour les maisons d'édition, j'ai dit, allez tous paître. Et je commençais à apprendre à dessiner. Et quand j'ai vu que j'arrivais à faire quelque chose de correct, je me suis dit, je vais engager un développeur en freelance et je vais essayer de faire une petite démo que tu as vu là. C'est Ouais. la démo qu'on a vue là. Ça a duré pendant un an. Ça a duré un an. Ça a commencé en 2000. Je sais plus. Ça va faire 2 ans que je fais du pixel art. Ça a dû commencer il y a 1 an et demi à peu près. Et ça s'est pas très bien fini parce qu'avec le dev, il travaillait pas comme je voulais. Et puis parce que c'était quelqu'un en freelance qui voilà. Et j'ai décidé d'arrêter et de tout refaire moi-même. Sauf que c'était une très mauvaise idée parce que le code c'est quand même quelque chose. Donc j'ai passé une annonce sur Twitch il y a à peu près 6 mois en disant que je cherchais un dev pour reprendre le projet à zéro. Et j'ai trouvé quelqu'un, Trop bien. Raph. Du coup on est reparti à zéro. Donc le développement du jeu vidéo a commencé en septembre de cette année. Et il est prévu pour durer encore 18 mois à partir de janvier. Donc on espère avoir quelque chose de bien à présenter à l'été 2025. Ok. Voilà. Cool. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Le pitch du jeu, c'est quoi? Donc, on pixel art, on a compris. Là, on a bien vu qu'on a encore un petit bonhomme tout rouge avec une capuche. C'est ça. Donc ça te poursuit. Le pitch du jeu, ça va être à peu près l'histoire du volume 1 et du volume 2. Ok. Voilà, c'est le volume 1 et le volume 2, sachant que le but, c'est de pouvoir faire une extension, pouvoir faire 2 extensions rapidement après la sortie. C'est-à-dire que le but, c'est que le jeu fasse les 3 premiers volumes et l'Odyssée de Youssef. Ok. Voilà. Donc ça, c'est encore en train d'être tergiversé. Mais voilà, on va suivre les aventures de Chef au travers de 14 contrats, de 14 missions différentes. Et de plein de missions secondaires qui sont pas dans les bouquins, que je vais pouvoir me permettre de développer. Et le but, ça va être de faire revenir les gens à la croisée des mondes et de réhabiliter la croisée des mondes. Ça va être le même objectif que dans les bouquins, en fait. Ok. Voilà. Bon. Alors, pixel art, oui. Pixel art, que dire d'autre? Oui, c'est ça, c'est ce que dit Ducourte. Pardon, je te coupe la vraie définition du multimédia ou du transmédia. Oui, alors c'est pareil, oui. Bon, après, je sais pas combien on est sur le chat parce que moi je regarde jamais, mais vu que là, il y a que tes groupies entre guillemets et ta fanbase, je sais pas si c'est utile de le mettre dans le chat, mais je le ferai quand même, ou je le ferai quand je mettrai la vidéo sur YouTube. Mais c'est clair qu'il faut préciser aussi quand même que c'est un jeu que tu développes en stream. Hein, j'ai pas tout mis là dans le chat, mais t'as quand même on peut parler de tes réseaux sociaux aussi, t'es quand même quelqu'un de super actif aussi. Voilà, moi ce que je trouve assez courageux, et je le pense très sincèrement, c'est tu vois, de coder ton jeu en live, tu vois, d'échanger avec tes lecteurs. Enfin, tu vois, ça, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui le font. Il y a des mecs qui, en gros, envoient en maison d'édition, restent planqués, sont pas forcément OK pour des interviews. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une authenticité chez toi, ou une transparence qui est quand même aussi assez admirable, je trouve, parce que ça prouve aussi que tu es droit dans tes bottes et que tu sais exactement où tu vas, ce que tu fais. Il y a des gens qui aiment cultiver le mystère, justement. Ouais.
ce que Mmh. tu disais tout à l'heure, qu'ils sont un peu Mmh. vaporeux, et cetera. Ouais. Bon, moi, je pars du principe que, alors là, j'ai pas inventé la roue Mmh. et nous ne sommes tous que la somme de nos références. Mmh. Donc il y a un moment, tu peux essayer de complexifier le processus et de faire croire que tu es en train de faire décoller une fusée dans ton bureau, Mmh. mais personne n'est dupe, quoi. Il y a un moment, bah oui, la seule différence entre toi qui a pas écrit un bouquin et moi qui l'ai écrit, c'est qu'un jour, Mmh. moi, je l'ai écrit. Mais Mmh. si demain, toi, tu as envie de l'écrire, tu peux Oui, très bon, bien bah, ça l'écrire. va, hein. Moi, je parlais pas pour toi, en plus, j'ai même pas fait exprès, Non, mais j'exagère. Non, non, mais oui, je mais c'est comprends, ça, ouais, je veux bien dire. sûr. La dernière fois, je parlais avec ma femme, la dernière fois, j'étais au travail, quand je travaillais encore en tant qu'électricien, Mmh. je trouve un bout de bois par terre. Mmh. Je trouve un bout de bois, je dis tiens, ce bout de bois, je pourrais en faire quelque chose. Et ben, j'ai pris mon bout de bois, je suis allé acheter un ciseau à bois et j'ai sculpté une lampe, tu vois. Mmh. Donc, bah oui, mais la seule différence entre quelqu'un qui l'a fait et quelqu'un qui l'a pas fait, c'est que bon, moi j'ai essayé de le faire, quoi. Mmh. 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 Donc voilà, le jeu vidéo c'est pareil. Les gens ils disent ouais, tu fais ci, tu fais ça. Ouais, ben il y a un moment j'ai eu envie de dessiner, bah j'ai appris à dessiner. Et puis Mmh. ben Mmh. voilà, avec ou sans succès, mais au moins tu essayes de faire des trucs. Et puis maintenant avec Internet, t'as plus aucune excuse. Ouais, tout à Si fait. t'as envie Ça, je suis d'apprendre un truc, d'accord. tu l'apprends, Ouais, tout quoi. à fait. Je suis tout Donc à fait bon, d'accord. bah t'as des Mmh. tutos, machin, le pixel art. Bon, je suis loin d'être une référence, mais j'arrive à faire des trucs qui sont pas trop mal. Donc Mmh. écoute, Mmh. bah et puis on verra bien jusqu'où ça mène, quoi, tu vois. Donc ce qu'il y a, c'est que moi, si c'est une opportunité, je la saisis. Mmh. Voilà. Je sollicite souvent des gens qui me claquent les portes parce qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de monde qui a envie de travailler avec moi. Mmh. Mais moi, quand il y a une opportunité, je la saisis. Et puis s'il faut solliciter des gens, je sollicite des gens. Bah, tu vois, quand moi j'ai eu ton contact, bah, je t'ai sollicité. Ah ouais, Il n'y ouais, a tout pas à fait. Ah oui, de. oui. Et Voilà. puis avec beaucoup de tact et de. Enfin, tu vois, voilà, c'était pas. J'ai pas Après, ce qu'il vécu y a, c'est que ça. Mmh. c'est comme tu disais, je suis l'extrême opposé des gens qui vont envoyer les manuscrits et attendre que ça se passe, tu vois. Ouais, ouais, bien Ouais, sûr. je sais que si je fais ça, j'existerai jamais, tu vois. Mmh. Mmh. Parce que Mmh. j'ai rien d'exceptionnel. Donc, ben, en essayant d'être peut-être un petit peu plus avenant et un petit peu plus disponible, Mmh. ben, sympathique, je sais pas, Mmh. ben, j'essaye de ratisser et de Et tirer les tu gens vends dans ton mon truc, giron, ouais, quoi. bien sûr, mais Ben voilà. c'est tout à ton honneur. Et du coup, sur ce jeu vidéo, donc tu nous parles d'une sortie dans donc été 2025, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Et est-ce que, et ce sera ma dernière question, est-ce que, avant les questions, sans doute, peut-être du chat avant de clore cette émission, est-ce que tu as, alors tu nous l'as dit déjà, mais le volume 2 de l'artisan meurtrier, il est terminé? Alors, il est quasiment terminé, oui. Et Mhm. ça va partir en bêta lecture, je pense, Ok. d'ici une dizaine de jours. Mhm. La fin est écrite. Il me Mhm. reste, comment je pourrais dire ça sans spoiler? La bataille finale, voilà. Il me reste la bataille finale à les scénariser, mais Mhm. j'ai des bricoles à faire quoi, dessus. Mhm. Ok, Donc oui, il sortira en mai. trop bien. Il sortira donc en mai Ouais. 2024. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres textes en cours ou vraiment celui-ci, il est... Enfin, c'est parce que Plein. si celui-ci, il est quasi fini, est-ce que... Ah ok, t'en as plein. D'accord. Alors, je peux juste dire que alors le prochain gros texte s'appellera Les Néantonautes et ça va raconter l'histoire des. Donc, Basile est un néanticien, Mhm. mais au-dessus des néanticiens, il y a les néantonautes. Les Mhm. néantonautes sont les personnes qui ouvrent les voies praticables dans le néant, les explorateurs du néant. Mhm. Et on va suivre les aventures de plusieurs néantonautes dans le prochain volume. Trop bien. Oh, mais ça c'est écrit. Non, ça c'est l'idée, c'est le titre. Mais c'est Alors, il y déjà... a déjà une partie décrite, il y a la majeure partie est scénarisée, et j'ai un autre texte qui est en route. Alors, je sais pas encore dans quelle ordre je vais les faire, mais j'ai un autre texte qui est en route, qui se passerait en fait toujours dans l'univers de l'artisan meurtrier, Mhm. mais qui se passerait à Perpignan. Voilà. Ok. En fait, il y a une question que je t'ai pas posée, c'était la plus importante et je m'en rends compte maintenant. Ouais. Alors qu'elle était dans ma trame, tu vois, hein, on est Ouais, d'accord. ouais, ouais. Bah, du coup, ce sera la dernière, je te promets. Mais alors, comment on construit un monde? Tu vois, parce que alors là, on part sur notre noyau de Mhm. Basile et Chef, et puis plus on a parlé de la croisée des mondes, donc on a parlé du noyau, et puis on a parlé de
matrice, j'ai envie de dire, tu vois. Et comment tu crées ce monde-là, tu vois. Il y a à la fois Alors, le multiverse, différents mondes, plein de villes, plein de persos, un imaginaire qui est très développé, dont tu nous as aussi évoqué les sources, etc. Mais du coup, comment tu fais pour t'y retrouver, pour pas te contredire, et pour alimenter encore ça, tu vois, dans le volume 2, dans les néantonautes, dans ce qui va suivre aussi. alors, tout à l'heure, je te disais que j'avais un avantage dans Ta ma vie mémoire. d'écrivain, c'est que j'avais une excellente mémoire. Ouais. Et ben voilà. C'est tout simplement grâce à ça que j'ai réussi à sédimenter mon univers autour de Chef et Basile. Ok. Alors, c'est une expression que je réutilise dans l'Artisan meurtrier volume 2, mais je crois que c'est Martin, l'auteur de Game of Thrones, qui avait dit ça, c'est que à la base, lui, il te dit que Game of Thrones, c'était un tas de glaçons sur un radeau. Et j'ai trouvé cette expression excellente parce que tout le monde croit que Game of Thrones, c'est l'iceberg avec la petite partie émergée, la grosse partie immergée. Et lui, il te dit qu'au début, c'était juste un tas de glaçons sur un radeau. C'est que ça avait l'air super profond, mais que ça ne l'était pas. Et ben, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec l'Artisan meurtrier. Au début, j'ai balancé des noms un petit peu au pif comme ça, en disant, tiens, la librairie, ça va s'appeler le Corbeau Gras, la Croisée des Mondes, le machin, le truc. Et en fait, ça s'est sédimenté au fur et à mesure que j'écrivais. Et ce qu'il y a, c'est que plus je me suis imposé des contraintes que je gardais toujours en tête, et ben plus je me disais, ah ben tiens, si j'ai dit que les personnages, par exemple, je parle des Accabiens, il y a une phrase qui revient souvent dans le texte, enfin qui va revenir souvent dans les textes, c'est qu'on dit que les Accabiens, il vaut mieux pas être une femme chez eux, parce que ils ont une façon très particulière de traiter leurs femmes. Et j'en dis pas plus, tu vois. Mais en fait, quand j'ai écrit ça des Accabiens, je savais pas ce que ça voulait dire. Je me suis dit, tiens, cette phrase, elle sonne bien, je vais dire que les Accabiens, Dradelio, par exemple, c'est un Accabien. On explique que l'Accabie, c'est le pire endroit pour la fille d'un duc. Mais quand je l'ai écrit, je savais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, on verra plus tard. Et au fur et à mesure, je me dis, tiens, j'en reparle. Je vais dire, tiens, les Accabiens, en fait, c'est un peuple qui vit sur des bateaux, tu vois. Et puis ça se sédimente comme ça au fur et à mesure pour chaque poste du bouquin. Donc c'est là que la mémoire, elle rentre en compte, en fait. C'est que tout n'est pas prévu de A à Z. Il n'y a rien qui est prévu de A à Z. Ce qu'il y a, c'est que maintenant que je me suis imposé certaines contraintes, mon univers, il est balisé. Donc c'est plus facile pour moi d'y évoluer parce que je sais où sont mes limites. Ma magie, entre parenthèses, les jalons sont posés. Donc maintenant, c'est plus simple. Mais au début, ça a été... je jardinais comme ça au fur et à mesure. Je me suis dit, tiens, je vais écrire ça comme ça et puis on verra plus tard. Les noms des peuples, je les ai piffés comme ça, je les ai jetés. Et puis voilà. Et au fur et à mesure, ça s'est sédimenté. Le seul truc qu'il y a, c'est que j'ai eu la chance d'avoir la bonne mémoire et que au moment de ressortir les sujets, je me suis pas planté, je me suis pas contredit, j'ai pas fait d'incohérence, quoi. Mais ça s'est fait comme ça, tout simplement. Yaoum qui dit tout n'est pas prévu de A à Z, scandaleux remboursé. Non. Pour le jeu vidéo, c'est tout prévu de A à Z, plus ou moins, ouais, mais il faut se laisser une partie de liberté. Quand même. Bien sûr. Bon, eh bien, merci Mathieu pour cet échange. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais voulu que je te pose ? Ou qu'on t'a jamais posée et que tu es très frustré qu'on ne t'ait jamais posée ? Voilà. Bon, alors là, non. Franchement, toutes les questions, on me les pose en général quand je suis en dédicace en live, quoi. Donc, non. Donc, après, si jamais vous en avez une de questions à me poser... Oui, tout à fait, j'allais y venir. Est-ce que le chat a des questions ? Je suis toujours disponible. Avant qu'on se mette... Alors non, je ne suis pas célibataire. Voilà. Salut Ivernia, bonsoir, merci pour le resub, bonsoir, t'arrives à la fin mon petit, tu arrives à la fin, c'est pas grave. Ouais, alors, est-ce que le chat a des questions avant qu'on cut ou pas ? Viendras-tu à Trolls et Légendes fin mars en Belgique, sait-on jamais ? Alors écoute, si jamais tu as un contact, je suis preneur, polyamoureux. Qu'est-ce que tu dis, polyamoureux ? Ah non, c'est bon, on a parlé du porn dino. Attends, du dino porn, là, on va pas commencer à parler du polyamour sur cette chaîne de niche. Hein. Il en est absolument... Trolls et Légendes, j'aimerais bien. Je sais pas si je pourrais le faire cette année.
Mais oui, c'est un des salons que je vise, surtout que ma femme est belge, donc ce serait l'occasion Trop bien. de Ok. m'arrêter voir la belle famille, etc. Donc ouais, c'est un des salons que je vise. Alors c'est un petit peu loin pour l'instant, parce que je suis à Perpignan, moi, donc ça me fait traverser la France et une partie de la Belgique. Mais c'est vers ce genre de choses que je tends à. Bah, j'aimerais bien, ouais, si je pouvais faire des salons comme ça tous les week-ends, ce serait le top, quoi. Ce serait chouette. Il y a Ivernia qui dit j'ai loupé des trucs, dites donc. Ah bah oui, t'arrives à la fin, mon gars, c'est pas possible. Là, Woum dit on a appris plein de choses passionnantes. Bon, bah alors c'est merveilleux si vous avez appris plein de choses passionnantes. En tout cas, Mathieu, bah écoute, je te remercie. Si le chat n'a plus de questions, nous allons en terminer là, hein, si tu veux C'est bien. moi qui te remercie. Désolé d'avoir traîné un peu, mais je t'avais prévenu que moi t'as je pas parlais traîné beaucoup. du Hein, tout? donc, Non, pas traîné du tout, hein. Non, c'était au contraire très bien. Je te remercie en tout cas et je remercie à ta fanbase d'être venue et de t'avoir soutenu aussi bien. C'était très intéressant. Merci Thomson Code. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci pour cet échange. Et ben de rien. Dans Woom, je ne suis pas du tout métier média. C'était vraiment cool. Bon, écoute. C'est cool. Alors pardon, j'ai mal lu. Je ne suis pas du tout du métier média. C'était vraiment cool. Bon, très bien. Ivernia me dit c'était très intéressant, même pour 30 secondes. Évidemment, tu es obligé de dire ça, Ivernia. Sinon, tu te fais ban direct de ma chaîne. Du coup, on dit super stream. Merci à vous deux. Écoute, c'est bien. C'est que du positif et de l'auto-congratulation. C'est super chouette. En tout cas, merci pour les follow. Merci d'avoir été là. Donc, pour info, parce que je me suis pas présentée, je me fous vite fait en grand écran et après, je repasse. Je repasse Mathieu pour lui dire au revoir. Donc bonsoir, moi je m'appelle Ekat, hein, merci pour ceux qui ont follow. Le principe de ma chaîne est le suivant, c'est qu'il n'y a pas de planning, que je fais des streams sauvages et qu'en fait la seule chose que j'arrive à tenir jusqu'à présent depuis le début de ma chaîne, c'est des causeries que j'appelle causeries littéraires ou causeries culturelles ou causeries comme vous voulez. J'invite des écrivains, j'invite des, on va dire, acteurs du champ disciplinaire de la littérature. Donc j'ai déjà fait venir des poètes, des romanciers, des podcasteurs, des libraires, des éditeurs. Et puis, je m'ouvre de plus au monde vidéoludique. Tant et si bien que la semaine dernière, en causerie, j'avais un doctorant qui fait sa thèse sur le speedrun, donc spécialisé dans les jeux vidéo. Donc c'était super cool. Je ne peux pas. Salut mon scorpion, chère demoiselle. Oh putain, écoute, l'autre jour c'est pareil, tu vois, je faisais mes courses et il y a un monsieur qui m'a dit oh, mais je vous en prie, rentrez jeune fille. Et là je lui ai dit non mais on ne peut plus m'appeler jeune fille, mais c'est le plus beau compliment. Et écoute, chère demoiselle scorpion, c'est le plus beau compliment que tu pouvais me faire ce soir, c'est méga cool. Voilà, donc je ne peux pas leaker parce que ça va être super, enfin c'est un gros truc, mais sachez que le 11 janvier, d'ailleurs, Scorpion arrive juste pour avoir des infos, mais il ne les aura pas. Le 11 janvier, je fais une causerie très spéciale qui va être cette fois-ci une causerie orientée musique. Tout simplement parce que depuis 12 ans, j'ai un deuxième métier qui est photographe de concert, que j'ai sillonné la France et même bien au-delà pour faire des photos de groupes évidemment internationaux. Et le 11 janvier, j'ai réussi à avoir un invité, comme je disais sur Twitter, de très très grande marque, que je ne peux pas leaker pour l'instant parce que son chargé de communication n'est pas d'accord. On va préparer les petits supports de com, on va faire un petit peu de teasing, mais en tout cas, ça va être une très grande personne et ce sera le 11 janvier à 19h. Voilà, donc ce sera pas un mardi parce qu'il pouvait pas le mardi. Ce sera pas 21h parce qu'il pouvait pas à 21h, mais il est tellement gros, si vous voulez, il est tellement important que voilà, j'ai adapté la causerie à sa présence le 11 janvier. Donc si vous aimez la musique et si vous aimez voilà, ce principe d'échange un peu de fond avec des invités, il faudra être là le 11 janvier. Je vous remercie d'avoir été là. Je remets mon petit artisan meurtrier qui du coup va dire au revoir à tout le monde. Merci d'avoir été là Mathieu. Je vais cut le stream tranquillement. Dis au revoir. C'est moi le petit artisan meurtrier? Oui, c'est toi le petit artisan meurtrier. Le grand artisan meurtrier. Bonne fun Déjà, soirée. merci encore une fois de m'avoir invité. J'espère que j'ai pas trop raconté ma vie. Ah non, pas du tout, c'était formidable. Je te non, raconte, pas donc, du tout. Bon, c'est très bien. Merci beaucoup.
Puis que dire de plus? Bah, merci à ceux qui sont passés, Mm. merci à mes potes du chat. Voilà, merci à Woom, c'est lui qui m'avait filé ton contact, je sais pas où il l'avait Ah ouais, trouvé. c'est vrai, cool. Ouais. Et puis voilà, écoute, pour moi, je pense avoir fait le tour. J'étais ravi de participer, j'étais ravi de te rencontrer et de papoter avec toi. Mm. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour moi. Bon, bah super, merci Scorpion pour le resub en tout cas et merci de revenir sur ma chaîne. Merci Thompson, merci Woom, merci pour les follow et pour les subs. Il y en a eu plein. Hivernia qui dit bonne fin de soirée, au plaisir de repasser, peut-être un peu moins tard cette fois-ci. Scorpion dit mon badge me manquait, bah j'espère bien. Ton badge VIP, tu veux dire? Allez, je mets le stream en end. Je reste un petit peu avec Mathieu pour lui dire au revoir en off. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Allez, bisous! Au revoir.